On a essayé de dire, d'expliquer, peut-être mieux comprendre, d'essayer de redonner une vie aussi aux Palestiniens. Parce qu'il y a une volonté maintenant de... Bonsoir, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro d'Horizon 21 qui vous est proposé donc un mois sur deux par Orient 21 chez Au Poste, qui est invité au poste. Bonne année à toutes et à tous, puisque c'est notre émission de reprise. Très heureuse pour ce soir d'accueillir Ziad Majed. Bonsoir. Bonsoir. Tu es politiste franco-libanais, tu enseignes à l'université américaine de Paris, j'allais dire de Beyrouth, mais non de Paris. Tu diriges le programme donc des études du Moyen-Orient, auteur chez Actes Sud de Syrie, la révolution orpheline en 2014 et Dans la tête de Bachar al-Assad avec Sobhi Hadidi et Farouk Mardambey. Il y a eu une réédition, Oui, c'est tout ça, à fait. voilà. Oui. Une mise à jour en 2025. Une mise à jour post-chute du régime en 2025. Et on t'accueille ce soir pour ton dernier livre, donc Le Proche-Orient, miroir du monde. Comprendre le basculement en cours, le sous-titre est très important, qui est paru en octobre, c'est ça, il y a quelques mois, aux éditions de La Découverte. Bienvenue Ziad Majed. Shukran, merci. Voilà. On est d'autant plus heureux de t'avoir avec nous ce soir qu'il y a la demi-finale de la Coupe d'Afrique qui se joue en ce moment même. Et le fan de foot que tu es nous fait quand même ce sacrifice de venir plutôt à l'émission. Des pronostics sur la finale de la CAN? Les deux demi-finales vont être très très difficiles pour toutes les équipes. Égypte-Maroc, mais pas sûr. Le Nigeria et le Sénégal sont très forts aussi. Donc, bon courage à tous. Mais tu paries plutôt sur une finale Égypte-Maroc? Oui. D'accord. Donc, Maghreb-Mashrek, finalement. Eh bien, on va... Alors, je disais dans la description qu'on avait mise, en fait, sur le site de Poste, que on aurait pu intituler cette émission « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Proche-Orient ». Et j'avais souligné vraiment la portée pédagogique du livre. Et vraiment, c'est... Alors, en plus donc de l'histoire globale que ça fait du Proche-Orient, il y a une chronologie très fournie à la fin, il y a une bibliographie aussi, donc c'est vraiment un livre qu'on recommande. Et puis je le souligne aussi pour les spectateurs, spectatrices, les gens qui nous suivent, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on les relaiera, vos remarques, etc. Et mais justement, enfin comme on le disait un peu avant le début de l'émission, ce n'est pas non plus une fiche Wikipédia. Il y a des choix qui ont été faits et c'est aussi ça qui nous intéresse aujourd'hui. Un des choix par rapport à cette histoire que tu proposes, et je mets ça en lien, quelque part, c'est intéressant que tu sois parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, donc 14 janvier, en France, on a deux sorties importantes. Il y a la sortie du film Palestine 36 de Anne-Marie Jasser, réalisatrice palestinienne, qui revient sur le moment de la grande révolte palestinienne de 1936. Et il y a aussi la sortie chez Actes Sud de la traduction française du livre de Rachid Hadidi, 100 ans de guerre contre la Palestine. Et dans ces deux livres-là, comme dans le tien, enfin dans le livre, dans le film et dans ton livre, on retrouve cette idée qui est quand même primordiale, notamment par rapport à la Palestine. Ça n'a pas commencé en 48. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça l'idée du travail. C'était de montrer qu'on est dans une histoire qui peut même remonter jusqu'à la fin du 19e siècle, si on parle de la montée du mouvement sioniste et du début des projections par rapport à la Palestine et des alliances que le mouvement sioniste a commencé à construire avec des puissances coloniales, tout en essayant en même temps de contacter les autorités ottomanes pour faciliter l'installation de certains juifs européens en Palestine. Mais si vous voulez, l'idée du livre, c'est celle de montrer premièrement que l'histoire de la Palestine et du Proche-Orient est accessible, contrairement à une fable dominante qui veut que le Moyen-Orient soit toujours compliqué, on ne peut pas le comprendre, donc on ne se positionne pas, ou du moins on le considère très lointain.
bien que la région est à quelques heures de vol de Paris, et bien qu'il y a une relation assez intime entre les deux rives de la Méditerranée, et il y a toute l'histoire coloniale française comme britannique, européenne en général. Donc l'idée qu'on peut comprendre l'histoire et ce n'est pas si difficile que cela s'il y a un effort et s'il y a une volonté de lire et de se renseigner, d'où l'idée aussi de la grande bibliographie. Et la deuxième, c'est que cette histoire-là s'articule autour de moments que j'ai qualifiés de fondateurs, qui à chaque fois créent des ruptures dans un sens, mais qui montrent une certaine continuité. Il y a un fil conducteur qui a commencé dans le cas de ce que j'essaye de raconter ou de décrire ou d'explorer avec la chute de l'Empire ottoman, et donc avec toutes les manœuvres et toutes les politiques européennes entre 1915 et 1920-22. Ça, c'est le premier moment fondateur. Et ça se poursuit. Et évidemment, la Nakba, ou 1948, c'est un deuxième moment fondateur qui va avoir des conséquences surtout sur les Palestiniens et Palestiniennes, mais aussi sur toute la région et sur toute la culture politique dans la région et dans sa relation avec le reste du monde, comme ça va avoir un impact extrêmement important sur les mentalités aussi en Occident et partout dans le monde où le conflit va occuper une place centrale et le choix même du terme conflit qui est problématique, je le dis pour simplifier, mais la question palestinienne va devenir une question internationale et pas seulement une question entre Palestiniens et sionistes ou entre Palestiniens et l'État d'Israël qui se crée officiellement en 1948 et donc dans une question régionale. D'où l'idée du livre et ça se poursuit après pour donner une image un peu plus globale de ce qui s'est passé dans tout le Proche-Orient. Disons le Proche-Orient entre le Nil et l'Euphrate, donc c'est plus entre l'Égypte et l'Irak, avec évidemment le rôle iranien qui devient de plus en plus important après 1979. Et oui, la révolution islamique, et on reviendra sur l'actualité, de toute façon nous l'impose, de revenir justement sur l'actualité iranienne. Pour revenir juste encore une fois sur la Palestine, c'est intéressant parce qu'effectivement on commence par le moment donc de la dislocation en fait de l'Empire ottoman et toutes les conséquences avec la promesse de Lord Balfour et de la création d'un foyer juif en Palestine. Le livre se termine avec l'après 7 octobre, la guerre génocidaire contre Gaza et toutes ses conséquences. Et alors au début, en fait, les premiers chapitres sont très centrés autour de la Palestine, il y a 48, 67, etc. Mais ce qui est quand même très notable, c'est que même quand on passe à partir de la fin des années 70, on va passer à d'autres actualités, à l'Iran, l'Afghanistan, l'Irak, la guerre du Golfe, etc. Mais et tu le dis d'ailleurs, je ne sais plus la formule en fait que tu emploies exactement, mais c'est la Palestine qui se rappelle, pas que se rappelle un souvenir, mais voilà, l'attention se remet en fait sur la Palestine, comme si à chaque fois qu'on a envie ou qu'on met de côté en fait cette question-là, elle finit par toujours revenir en fait par la fenêtre parce qu'on ne peut pas faire sans et qu'elle est au cœur de tout ce qui se joue au Proche-Orient. Absolument, même si, et c'est tout à fait légitime, même s'il y a des causes, questions qui sont propres à chaque société, même s'il y a eu des guerres et des tragédies, comme il y a eu des luttes et des aspirations qui ne sont pas nécessairement liées à la Palestine. Mais la centralité de la question palestinienne s'est imposée à travers toutes ces décennies-là, même quand il y a des événements majeurs, parce qu'à la fois les interventions internationales, américaines, européennes avant, pour gérer ou pour avoir une influence sur cette question-là, l'impunité israélienne qui va dicter un momentum dans toute la région et qui va parfois permettre à des régimes arabes de se justifier en disant qu'eux aussi, ils ont le droit d'avoir cette même impunité. Donc la question palestinienne a toujours rattrapé l'actualité, elle s'est toujours imposée, parce que l'occupation
s'est poursuivi parce que les guerres israéliennes se sont poursuivies, parce qu'il y a eu, après la Nakba de 1948, il y a eu la guerre coloniale contre l'Égypte en 1956, à laquelle Israël a participé. La guerre de Suez. Donc, exactement, peut-être après, expliquer un peu, parce que oui, voilà, après tout le monde a... la montée de Nasser, qui a décidé en 1956 de nationaliser le canal de Suez, qui était resté sous contrôle, domination britannique, une société britanno-française qui, après l'indépendance de l'Égypte, a maintenu le contrôle du canal de Suez et d'une grande partie de ses revenus. Nasser a décidé de le nationaliser. Il disait que c'était aussi pour construire le barrage d'Aswan, puisqu'il n'a pas eu le financement nécessaire. Le barrage d'Aswan sur le Nil, dans le sud, c'est pour permettre à l'irrigation et à l'autosuffisance égyptienne au niveau de l'eau, etc. Il a considéré que c'était le moment propice pour montrer la volonté de nationaliser un secteur stratégique vital pour l'Égypte. Et la réponse européenne, poussée par la France surtout, mais aussi par la Grande-Bretagne, c'était de mener une guerre contre Nasser pour ne pas lui permettre de concrétiser son projet de nationalisation. Israël a rejoint cette guerre. Après, il y avait des calculs différents. Les Français, par exemple, voulaient punir Nasser pour son soutien au soulèvement et à la guerre de libération en Algérie, au FLN. Les Britanniques, parce que c'est la fierté coloniale qui était blessée. Les joyaux de la couronne. Exactement, lors de cette nationalisation. Et les Britanniques sortaient victorieux d'un coup d'État qu'ils ont orchestré avec les Américains en Iran contre un gouvernement élu, le gouvernement de Mossadegh, qui avait nationalisé le pétrole ou tenté de le nationaliser. En 1953. En 1953, il a été renversé par un coup d'État qui est officiellement qualifié d'opération Ajax par la CIA. Ajax comme le produit de nettoyage, prétendant qu'il nettoyait l'Iran des communistes. Donc les Britanniques ont pensé qu'ils allaient reproduire le même schéma en Égypte. Et Israël a rejoint cette guerre en considérant de son côté que Nasser est une menace et qu'il fallait l'abattre au moment où il commençait à devenir un champion des luttes pan-arabes, du tiers-monde, de l'Afrique, etc. Cette guerre finit par une défaite militaire égyptienne, mais elle finit par une victoire politique de Nasser, soutenu à la fois par sa population durant cette guerre, même si par rapport à son régime, plus tard, beaucoup d'Égyptiens vont considérer qu'il était dans un despotisme et dans une absence totale de liberté et de démocratie. Mais par rapport à cette lutte, il était soutenu en 1956 par sa population, il était soutenu par l'Union soviétique qui avait menacé d'intervenir, et puis même le président américain Eisenhower ne voulait pas permettre aux soviétiques de progresser en se montrant les grands frères des peuples du tiers-monde. Donc il a menacé les Britanniques et demandé aux Français et aux Israéliens de cesser leur agression. Donc cette guerre-là de 1956 s'impose aussi comme, je ne vais pas dire un moment fondateur, mais comme une continuité de la lutte anticoloniale à laquelle Israël, il s'associe Israël directement aux forces coloniales qui contrôlaient la région. Et puis 67, ça c'est un changement très important de toute la configuration territoriale, puisque l'Égypte et la Syrie perdent le Golan et le Sinaï, et c'est aussi toute la Palestine historique qui devient sous occupation et contrôle israélien, avec Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza envahis et occupés. Mais je considère que le basculement, le troisième moment après 1915-1948, c'est plutôt 1973, parce qu'avec la guerre de 1973, il y a beaucoup de choses qui évoluent et qui changent. D'un côté, l'Égypte, après cette guerre, se retire de ce que certains qualifient du conflit israélo-arabe, donc qui sans l'Égypte ne peut plus être un conflit entre États. Et d'ailleurs, c'était la dernière guerre entre États arabes et Israël. On reviendra sur ce point très après, ça va être une question non étatique du côté arabe. Ouais. Et puis, c'est aussi la montée en puissance des monarchies du Golfe, puisqu'après le boom pétrolier et après le boycott saoudien vis-à-vis des Américains et de leurs alliés, dans le temps, c'était surtout l'Afrique du Sud de l'apartheid, les Pays-Bas et le Portugal de Salazar. Donc, le boycott et le boom pétrolier va permettre
aux monarchies du Golfe, pays qui produisent énormément de pétrole, d'avoir des revenus et d'investir politiquement, changeant un certain logiciel au niveau de la langue, au niveau des traditions, et puis des millions de personnes vont se déplacer pour aller travailler dans les pays du Golfe. Donc c'est un très grand changement et c'est aussi le déclin de ce qu'on a appelé le socialisme arabe, puisque Sadat va libéraliser, va adopter une autre politique. Donc on parle d'Anwar Sadat, président de l'Égypte, qui a succédé à Nasser, exactement. Après la mort de celui-ci en 70. Tout à fait. Et donc c'est ce moment-là qui change beaucoup. Puis après 79, même si la Palestine n'est plus au cœur des développements par rapport à la révolution iranienne, par rapport au djihad afghan, qui ne va pas être tout de suite découvert dans toute sa puissance politique et dans les effets qu'il va avoir plus tard. Mais c'est vrai que la Palestine n'est plus au cœur. Par contre, tout de suite après, dans les années 80, avec à la fois la création du djihad islamique soutenu par l'Iran, la création du Hezbollah au Liban, qui était déjà envahi à 2 reprises par Israël en 78 et en 82, l'appui de l'Iran avec son financement et de ce parti, et puis avec la première intifada palestinienne en 87, qui est aussi la même date de la fondation du mouvement Hamas, c'est là que la Palestine revient de nouveau et s'impose de nouveau. Et si on continue, on peut voir qu'à chaque moment où on pensait que les régimes, que les forces occidentales, que certains courants pensaient que la Palestine est devenue juste une question qui traîne, secondaire, qui n'a plus sa centralité. Un événement nous rappelle que non, elle est toujours là, la deuxième intifada. En 2000, puis donc. de 2000 et puis la mort de Arafat 2004. Et puis il y a les révolutions arabes. C'est vrai que ce moment-là, en 2011, qui est un moment fondateur, a montré pour certains qu'il y a d'autres questions très importantes, celle des émancipations, celle des démocraties, celle de la dignité des individus dans plusieurs pays arabes, pour ne pas dire dans tous les pays arabes, parce qu'il y a eu des révolutions et des révoltes presque partout, à 2 reprises d'ailleurs, 2 vagues. 2011 et 2019. Et cela n'a pas effacé la Palestine. Au contraire, ça lui a donné un autre sens, où ce n'est plus juste une question abstraite, c'est un vécu. Et l'humiliation des sociétés arabes rappelle l'humiliation continue depuis des décennies des Palestiniens sous l'occupation, rappelle aussi, comme dans le cas de la résilience des sociétés arabes, une résilience exceptionnelle palestinienne qui dure et une résistance contre l'effacement et contre l'écrasement voulu par Israël et ses alliés. Donc la Palestine est restée présente et puis et la complicité des régimes arabes aussi, qui finalement, ce n'est pas comme si les régimes dictatoriaux qui étaient en place faisaient quelque chose en particulier pour la Palestine. Exactement. Donc il y avait aussi ce discours à ce moment-là de dire la libération de la Palestine passe aussi par la démocratie dans les autres pays arabes pour qu'ils soient des alliés de cette cause. Et c'est exactement ça, le paradigme qui change, puisque avant, certains régimes justifiaient leur oppression, justifiaient leur instrumentalisation de la question du développement, de la démocratie, en disant que ce n'est pas le moment. La priorité maintenant, c'est pour la Palestine. La priorité, c'est pour la lutte contre l'impérialisme. On a eu cela pendant des décennies. Par le régime syrien Assad père et fils, on l'a eu pendant un moment par Saddam Hussein, on l'a eu pendant un moment par Kadhafi, on l'a eu pendant un moment donc par d'autres régimes, en Irak, et Kadhafi en Libye. Tout à fait. Plusieurs courants aussi au sein du nationalisme arabe ou d'une certaine tendance de gauche arabe, ou plus tard certains mouvements islamistes ont tous tenté de prétendre que la Palestine est leur seule priorité, pour ne pas entendre d'autres questions et pour occulter d'autres défis qui sont extrêmement importants. Les révolutions arabes, même si leurs questions étaient à chaque fois liées à des actualités ou liées à leur propre sociologie politique, à leurs propres aspirations dans leur pays, mais il y avait un fil conducteur, celui de personnes, de femmes et d'hommes qui voulaient arracher leur liberté,
exactement comme les Palestiniens résistent et militent depuis des décennies pour arracher la leur. Et c'est le changement, c'est que on peut être tout à fait pour la démocratie et contre des régimes qui prétendent défendre et soutenir la Palestine et rester engagé pour la cause palestinienne, pour les droits des Palestiniens. Donc c'est comme une réconciliation entre la question démocratique et la question de la libération des Palestiniens et de leurs droits, qui avait pendant un certain moment créé des ambiguïtés dans la région, mais aussi en Occident. Et un certain chantage aussi. Et un certain chantage. Soit le chantage, soit du whataboutisme. Voilà. Exactement. Et on reviendra, parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette question. On a deux questions. Et on l'a aujourd'hui en Iran, d'ailleurs. Oui, justement. C'est exactement la même configuration. On va y revenir. Ouais. Justement, l'Iran, déjà, la question à laquelle on ne pouvait pas échapper, donc c'est Merlin 700 qui pose une question. Que pensez-vous de ce qui se passe en Iran et ce qui pourrait arriver dans un avenir proche? Tu as 4 heures. Alors, pour l'avenir proche, ça va être difficile. Peut-être il y a quelques hypothèses. Mais il faut juste rappeler que en Iran, il y a une blessure démocratique qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date pas de ce régime mis en place à partir de 1979. L'Iran a connu une révolution constitutionnelle déjà en 1906 et a connu une effervescence politique et sa société a souhaité arracher sa liberté et créer un modèle qui sort on était dans le moment des Qajars, de la dynastie Qajar en Iran. Celle qui a précédé les Pahlavis. Les Pahlavis. Ouais. Et ce sont surtout les Britanniques et les Russes qui ont écrasé les aspirations iraniennes avec une intervention militaire et puis un accord politique pour en finir avec la révolution constitutionnelle. Il y a eu un deuxième moment, celui de 1953, qu'on a évoqué avec Mossadegh, élu démocratiquement, qui a tenté de nationaliser le pétrole, de construire un modèle constitutionnel qui respecte la diversité politique et qui a été renversé par les Américains et les Britanniques. Je renvoie, petite parenthèse, donc on a un Va comprendre sur Orient 21. Je ne sais pas si on peut mettre le lien qui revient justement sur cet épisode de 53. Tout à fait. Et puis, il y a plusieurs développements aussi au niveau du soutien américain et occidental à la dynastie des Pahlavis, Reza et Mohammad Pahlavi, jusqu'en 79, quand une révolution populaire éclate, et dans laquelle il y avait plusieurs courants. Il y avait un courant communiste, il y avait un courant constitutionnel, il y avait un courant islamiste, et le courant islamiste lui-même connaissait beaucoup de divergences au niveau de ce qu'il voulait construire comme modèle. Il y avait Talqani, Shariat Madari, par exemple, qui était dans une logique plutôt démocratique, socialiste, de réconciliation entre socialisme et chiisme, étant donné que l'Iran est à 90% chiite, sa société, qu'il soit croyant ou pas, je parle d'une question d'une culture commune. Et il y avait le courant de Khomeini, il y avait d'autres courants. Finalement, c'est le courant de Khomeini qui s'impose, qui instaure Wilayat al-Faqih, et il est le guide suprême. Mais il ne faut pas oublier que immédiatement après, la guerre Irak-Iran modifie aussi la situation. De 80-88. De 80 à 88, l'Irak attaque l'Iran pour différentes raisons, y compris certaines liées à l'histoire, aux frontières, mais aussi à la crainte par Saddam et par d'autres régimes arabes de l'exportation de la révolution. Et l'Irak va être soutenu à la fois par l'Union soviétique et par les Occidentaux, et par les monarchies du Golfe. Et la trajectoire politique du régime iranien change, évolue avec cette guerre. Il devient plus féroce face à l'opposition interne. Avec les États-Unis, quand même, qui jouent à ce moment-là un double jeu. Les États-Unis qui jouent un double jeu et que eux-mêmes, ils le définissent en tant que double containment. C'est contenir à la fois les Irakiens et les Iraniens en permettant à la guerre de se poursuivre, même s'ils soutenaient l'Irak plus, mais ils permettent aussi aux Iraniens s'octroyer des armes, au niveau du marché noir qui existait encore. Il va exister jusqu'à septembre 2001, pardon, c'est les 11 septembre 2001. Les Iraniens vont pouvoir donc trouver des dealers dans le marché des armes, mais l'idée c'était de prolonger la guerre pour affaiblir les deux et surtout pour affaiblir l'Iran. Donc
cette guerre a déjà modifié la configuration régionale et iranienne, et le régime devient plus oppressif. Et 2003 est un grand changement pour l'Iran, parce qu'avec la chute de Saddam Hussein, les Iraniens se projettent en Irak même. Et là, il y a un autre double jeu, parce qu'une partie des alliés irakiens des Américains étaient également les alliés des Iraniens, même si entre Washington et Téhéran, c'était une guerre ouverte, au moins au niveau des discours. Et puis l'Iran, son alliance avec le régime Assad et avec le Hezbollah au Liban et sa présence en Irak lui permet une expansion régionale et crée aussi des hostilités par rapport à l'Iran dans la région. Et les Iraniens utilisent la question palestinienne, je parle du régime iranien, pour se justifier, pour avoir une crédibilité, une légitimité, à un moment où les régimes arabes abandonnaient la Palestine. Les Iraniens disent, nous soutenons les mouvements de résistance, donc Hezbollah, le djihad, Hamas, Ce qui, pour etc. le coup, c'est qu'ils faisaient de fait. Ce qu'ils faisaient de fait, mais pour aussi leur propre stratégie régionale et leur propre expansion et hégémonie régionale. Et donc, les questions par rapport à la démocratie en Iran, par rapport au rôle iranien dans la région, sont aussi importants que la question du soutien iranien à certains mouvements de résistance à Israël, qui sont eux-mêmes clivants dans leur propre société. Parce que Hezbollah est très clivant au Liban, parce que le soutien iranien au régime Assad a créé énormément d'hostilité vis-à-vis de l'Iran en Syrie, parce que le Hamas en Palestine est clivant, et parce que la société est divisée entre Hamas, entre le Fatah, et entre d'autres, et entre des gens qui sont opposés à toutes les fractions palestiniennes et qui souhaitent peut-être une nouvelle élite, qui veulent, avec tout le potentiel qui existe parmi les Palestiniens, se créer de nouveaux modèles. Donc, la question iranienne devient centrale. Et aujourd'hui, je comprends, mais je ne justifie pas toujours la difficulté de certains et de certaines de pouvoir se positionner par rapport à ce qui se passe en Iran. Il y a une révolte populaire. Ce n'est pas la première. Déjà, il y a eu en 2022 un grand mouvement de mobilisation qui avait des slogans féministes après le meurtre d'une jeune femme qui ne couvrait pas suffisamment bien ses cheveux selon la version des choses. Il y a eu Amini, donc, exactement. Voilà. Il y a eu avant des soulèvements dans les années 2017-2018. Il y a eu un très grand mouvement de mobilisation et de soulèvement en 2009 après les élections avec le mouvement vert. Donc ce n'est pas la première fois. Il y a eu une série de soulèvements. Même avant, dans les années 80, il y avait une résistance de gauche à ce régime actuel. Donc l'accumulation historique fait que la société iranienne, de plus en plus, s'exprime politiquement. Elle s'exprimait culturellement à travers des films, à travers les voix de certaines personnes dans la diaspora. Le cinéma iranien est quand même... Il est fabuleux. Et donc, il faut comprendre les aspirations des Iraniens et des Iraniennes. Il faut comprendre qu'ils ne veulent plus, en leur majorité probablement, ou en grande partie de ce régime-là. Si aujourd'hui le régime réussit à écraser le soulèvement, il y aura un autre dans quelques temps. C'est l'histoire contemporaine qui nous le dit. Sinon, des réformes, une transition, mais je pense que le régime va être obligé à faire quelque chose, d'autant plus qu'il est menacé de l'extérieur par les États-Unis, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la démocratie des Iraniens, mais pour une question d'équilibrage géostratégique. Il est menacé de l'extérieur par Israël, qui a mené déjà une guerre contre l'Iran et a frappé à plusieurs reprises des sites en Iran, donc aussi pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la démocratie et les libertés des Iraniens. Et il y a, au niveau de la diaspora iranienne, et peut-être à l'intérieur de l'Iran, certains courants d'extrême droite, comme il y a certains courants monarchiques, qui veulent le retour du jeune, il n'est plus jeune, mais de Reza Pahlavi, qui est aux États-Unis. Et il y a certains qui sont pro-américains, peut-être pro-israéliens, mais cela ne résume en rien la richesse du paysage politique iranien, la diversité des voix qui s'opposent au régime, et le fait que leur mouvement est un mouvement populaire pour des raisons
iranienne pour des raisons liées à la sociologie politique iranienne et qu'ils ont tout à fait le droit, peu importe les considérations géostratégiques, de renverser ce régime s'il les étouffe et s'il les écrase. Après, est-ce que cela va être acquis? Est-ce qu'il va y avoir un changement de régime en Iran? Rien n'est sûr, mais je ne pense pas qu'après cette révolution-là, les choses vont revenir à un statu quo. Il va y avoir une mobilité politique et le régime iranien doit faire des compromis, des réformes, sinon la prochaine révolte va le renverser. Alors, c'est très intéressant parce que entre ce que tu viens de dire, on a une autre question. Donc, pensez-vous que ces événements soient téléguidés par l'extérieur, téléguidés entre guillemets, et que ce nouveau Shah soit crédible et légitime? Et justement, par rapport à ça, quand on lit ton livre, quand on remonte un siècle dans cette région, quand on voit le nombre d'interventions occidentales dès le début des accords de Sykes-Picot, à chaque fois, il y a eu une intervention officielle ou pas occidentale, directe ou indirecte. Les Occidentaux ont toujours été là, ils ont toujours façonné d'une manière ou d'une autre l'avenir, le présent et l'avenir de cette région. Il est quand même difficile de ne pas tomber... Enfin, le complotisme n'en est pas un, finalement, parce que souvent, on se rend compte que ce qui peut relever du complotisme, en fait... Il y avait, comment il s'appelle, Jon Stewart, du Daily Show aux États-Unis, qui disait, mais en fait, les complotistes, par rapport au Venezuela, il disait, les complotistes auraient pu... Avant, on avait des complotistes qui disaient, oui, mais ils font ça pour le pétrole. Là, il n'y a même pas besoin d'avoir des complotistes. Trump le dit. Donc, il y a de ça. Et puis, il y a effectivement cette tentation finalement légitime de lire ce qui se passe dans cette région via une grille de lecture purement géopolitique. Et du coup, en fait, ça laisse finalement peu de place aux populations, aux aspirations. Et comment justement... comment dire, faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, finalement, là-dedans. Oui, tout à fait. Alors, moi, je pense que la géographie de cette région a imposé les questions des interventions beaucoup plus que son histoire, car cette géographie, même si c'est un cliché, mais vraiment, le Proche-Orient, c'est le carrefour. Vous avez à la fois l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Ces trois continents se croisent au Proche-Orient. Vous avez la mer Méditerranée et l'accès à l'Atlantique, la mer Rouge et l'accès à l'océan Indien. Vous aviez une obsession britannique, puisque les Britanniques étaient surtout projetés vers l'Inde. Donc il fallait passer par ce Proche-Orient pour arriver en Inde, d'où d'ailleurs le début de leur intérêt en Égypte, en Palestine, Transjordanie, Irak, Iran, Inde. Et avec le canal de Suez. Voilà, exactement. Le canal de Suez et le foyer juif en Palestine. Tout à fait. Donc il y a cette question cruciale. La France, depuis la campagne de Napoléon en Égypte en 1798, était aussi extrêmement intéressée et concernée par le contrôle de l'espace méditerranéen. Et si on remonte à l'histoire, et on lit le livre de Braudel sur la Méditerranée, on voit à quel point l'histoire longue de la Méditerranée explique en certains aspects l'histoire du monde. Donc il y a un carrefour d'un côté, il y a des questions de l'ordre colonial, impérial, il y a la création d'Israël à partir de la déclaration de Balfour et des séries de mesures jusqu'en 1947 et la partition votée par les Nations Unies, et puis la création de facto avec le nettoyage ethnique de la Palestine. Il y a également la guerre froide, qui en partie s'est joué dans la région, et il y a la découverte du pétrole. Et le pétrole, ce n'est ni un secret, ni un complot, il a été pendant très longtemps une priorité américaine comme une priorité occidentale pour des raisons d'économie, de croissance, d'industrialisation, etc. Donc certainement, il y a des interventions. Certainement, il y a une géostratégie. Certainement, il faut prendre position par rapport à ces interventions-là et par rapport aux volontés d'imposer aux gens des régimes ou des mesures ou des politiques. Mais en même temps, si on dit seulement cela, et on oublie qu'il y a des dizaines de millions, des centaines de millions de gens qui vivent dans cette région et qui ont aussi des droits
qui ont des devoirs, qui ont des dignités, qui ont des aspirations. Si on réduit la question à une télécommande qui gère les choses, je ne dis pas du tout que la question, en plus il y a eu des guillemets, mais la question est légitime. Mais elle est légitime. Mais déjà, quand on dit qu'il y a des populations qui peuvent être manipulées par télécommande ou qui peuvent être dirigées de l'extérieur, c'est qu'on méprise un peu ces sociétés-là et ces gens-là. Encore une fois, je parle pas de la question, mais toute l'idée que tout ce qui se passe dans la région est manipulable, ou bien qu'il y a des télécommandes, ou bien que les gens sont téléguidés, c'est aussi ne pas voir les visages de ces gens-là, c'est de ne pas voir leur destin, de ne pas voir leur volonté politique, de ne pas voir leur liberté, qu'ils luttent depuis des décennies pour l'arracher. Donc c'est pour ça que, tout en comprenant la légitimité des considérations géostratégiques, tout en comprenant que ce n'est pas seulement de l'ordre du complot, parce qu'il y a eu pendant très longtemps des interventions et des assassinats et une cruauté, et parce que cette région a été exclue du droit international pour protéger la domination israélienne, et cela devient de plus en plus insolent, virulent et criminel aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé à Gaza et tout ce qui se passe toujours en Cisjordanie, etc. Mais il y a des sociétés, et pour moi personnellement, étant de là-bas, ayant vécu pendant très longtemps là-bas, connaissant aujourd'hui les amis iraniens comme avant les amis syriens, je suis du côté de la sociologie politique et des sociétés en question plutôt que de la question géostratégique. Ça peut être malheureux ou triste si les changements politiques mènent à plus d'hégémonie américaine, à plus de domination israélienne. C'est un risque, mais on ne peut pas non plus continuer comme ça avec des régimes qui écrasent les sociétés, avec des régimes corrompus, et avec des régimes d'ailleurs qui sont tout à fait prêts à faire des compromis et des deals avec les Américains et avec toute puissance au monde pour rester au pouvoir. On l'a vu avec Bachar al-Assad, on l'a vu avec plusieurs cas les avant. Émirats arabes unis, le Maroc, parlons pas évidemment, les accords là, ils d'Abraham. sont cash par rapport à cela. Il y a de la coopération même qui se fait au Yémen, en Somaliland, etc. Mais je dis, encore une fois, je comprends l'idée de la relation complexe avec l'Occident et des interventions qui ont toujours méprisé les droits des peuples et le droit international. Mais il y a des peuples, et il y a des peuples aujourd'hui qui se soulèvent. Et personnellement, je ne peux pas être neutre par considération géopolitique ou par crainte qu'il y ait une volonté d'intervenir ou une tentative d'intervention américaine. Et d'ailleurs, Trump ne cache plus rien. C'est-à-dire, si la politique américaine utilisait parfois le champ sémantique ou la terminologie des droits humains, du droit international. De la démocratie. Et de la démocratie. Oui, les droits humains, c'est plutôt la spécialité européenne. Droits humains, exactement. Et universalisme des valeurs. Si les Américains avant l'utilisaient... Aujourd'hui, Trump, il n'a rien à faire avec tout cela. Il dit très clairement « We will take their oil ». On va prendre leur pétrole. Il a dit qu'il veut même prendre Gaza. Et il va la reconstruire et on va la rendre Riviera du Proche-Orient, de l'Est méditerranéen. Donc, il dit clairement ce que les Américains faisaient avant, mais avec soit une autre terminologie, soit quand même dans certains cas, sous Carter, sous Obama, il y avait un minimum, disons, du respect de ce qui restait du droit international. Là, c'est cash, c'est clair, le droit international est méprisé. Pire que ça, ceux et celles qui tentent de protéger le droit international sont sanctionnés. Les juges de la Cour pénale internationale, Francesca Albanese, la rapporteure pour les territoires palestiniens, tous ceux et toutes celles, les organisations humanitaires, UNRWA, une organisation des Nations Unies, on les sanctionne parce qu'ils parlent du droit international. Donc tout est clair, on sait avec qui nous sommes en confrontation, en affrontement, mais en même temps, il y a des sociétés qui cherchent à vivre dignement. On peut dire qu'il n'y aura pas de dignité sous l'hégémonie américaine, oui, mais il n'y a pas de dignité non plus sous des régimes qui prétendent combattre l'hégémonie américaine et qui en même temps assassinent,
pillent des ressources, imposent un obscurantisme, refusent aux gens leur liberté et tentent de les contrôler juste en prétendant que ça, c'est le seul moyen pour faire à l'impérialisme. Je pense que non, il y a moyen d'être anti-impérialiste et anti-régime despotique en même temps. Pour rester justement sur cette tension entre le passé, le présent, le rapport au monde occidental et aux aspirations des populations du Proche-Orient, depuis les accords de Sykes-Picot, redessiner la région, il y a toutes ces frontières artificielles qui ont été dessinées en fait dans la région du Proche-Orient. C'est quelque chose en fait qui a été à plusieurs reprises dans l'histoire de la région plus ou moins remise en question. Le panarabisme l'a remis en question, avec notamment l'expérience de la République arabe unie entre l'Égypte et la Syrie. Même Daesh, même l'organisation de l'État islamique à un moment avait dit vouloir en fait s'affranchir de cet héritage colonial, et encore aujourd'hui c'est un discours qui rassemble à la fois du côté islamiste et à la fois la gauche arabe, donc d'avoir un discours anticolonial, anti-impérialiste et contre l'héritage colonial. Mais en même temps, en fait, on sent le monde arabe. Il y a une certaine dialectique entre une aspiration pan-arabe légitime, parce qu'il y a un vrai panarabisme culturel, politique, footballistique, tout à fait, musical, exactement. culinaire, c'est absolument. culturel. Voilà, quand on dit culturel, la musique, Fayrouz, etc. Et en même temps, il y a un héritage postcolonial qui est celui des États-nations. Oui. Dont on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui, qu'on ne peut pas nier. Est-ce que cette région-là ne se trouve pas justement en tension entre ces deux réalités-là ? Certainement. On est en tension entre plusieurs réalités, dont ces deux réalités-là. Peut-être notre exception historique, elle est plus dans la déclaration de Balfour qui crée un État, un foyer national pour les Juifs européens. C'est très important parce que c'était ça l'idée. Les Juifs européens, et même dans une logique presque antisémite de la part de Balfour lui-même qui et de était son un entourage. Antisémite Exactement. notoire. Alors, juste, on va rappeler quand même, parce que j'ai parlé de Sykes-Picot, déclaration de Balfour, peut-être déjà rappeler ces deux événements historiques. Oui, en fait, la Grande-Bretagne a mené, durant la Première Guerre mondiale, une offensive diplomatique et politique intense dans tous les sens et dans toutes les directions. Ils ont promis à l'Italie, pour l'avoir avec les alliés, donc avec la Grande-Bretagne, la France et la Russie, contre les pays de l'Axe, l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois. Ils voulaient attirer l'Italie. Ils ont promis aux Italiens en 1915 des territoires dans la Turquie actuelle du côté méditerranéen. Ils ont en même temps promis aux Russes d'avoir Constantinople, comme ils l'appelaient, ou Istanbul, qui était à la fois, pour des raisons religieuses, très symboliques pour l'Église orthodoxe russe, puisque c'est la capitale de l'Empire byzantin qui a christianisé Kiev, et à partir de Kiev, Moscou. Puis, c'est aussi l'accès, et ça c'est une obsession russe, c'est l'accès de la mer Noire vers la mer Méditerranée, pardon. Donc, ça c'est d'un côté. Et de l'autre, avec les Français, bien qu'ils avaient promis au gouverneur hachémite de Mecca qu'il va être reconnu comme roi des Arabes si jamais il se soulève contre les Ottomans, au moment où le nationalisme arabe faisait face au nationalisme turc en puissance. On renvoie à Laurence d'Arabie. Exactement. Ils ont, avec les Français, ils ont mis en place les accords de Sykes-Picot. Sykes était du côté britannique, Picot du côté français. Ils ont mis une série d'arrangements géopolitiques, donc des cartes qui divisent ce qui restait de l'Empire ottoman entre deux zones de contrôle et d'influence, l'une française, l'autre britannique. Donc côté britannique, c'est une partie de la Palestine, la Transjordanie et une grande partie de l'Irak. Côté français, c'est surtout le Liban, la Syrie, et il y avait au début aussi une partie de l'Irak et de la Turquie. Puis finalement, pour simplifier, on peut parler Liban, Syrie, France, Palestine, Transjordanie, donc Jordanie, Irak,
c'est la Grande-Bretagne. Cela se faisait aussi dans plusieurs régions du monde où les puissances coloniales se partageaient les ressources, dessinaient des frontières. En Afrique, ça a été le cas. Dans plusieurs pays asiatiques, il y a eu des scénarios qui ne sont pas très différents. Par contre, ce qui est très différent, c'est qu'il y a eu nullement ailleurs un phénomène qui ressemble à la déclaration du Lord Balfour en 1917, qui promet de créer un foyer national pour les Juifs européens en Palestine, en niant l'existence, en invisibilisant la population palestinienne, puisqu'il les qualifie juste de non-juifs. Donc ni de Palestiniens, ni d'Arabes, ni de chrétiens musulmans, puisqu'il utilise le logiciel religieux. Et c'est à partir de là que la question des frontières se pose dans la région et que les courants qui, en réaction à Sykes-Picot, commencent à élaborer des contre-projets. Donc, il y a eu un nationalisme syrien, il y a eu un nationalisme arabe, il y a eu le pan-arabisme plus tard avec le phénomène de Jamal Abdel Nasser en Égypte, il y a eu l'expérience de la République arabe unie, mais qui a échoué aussi parce que du côté syrien, on a considéré qu'elle ressemble plus à une hégémonie égyptienne qu'à une alliance entre Syriens et Égyptiens pour créer ce modèle. Ce qui n'était pas faux. Ce qui n'était pas faux. Il y a eu aussi des montées de certains nationalismes qui sont plus dans le cadre des États-nations décidés à Sykes-Picot. On le voit au Liban, on le voit aujourd'hui tardivement en Syrie, on le voyait dans certains moments dans le Maghreb, même si là-bas ce n'est pas Sykes-Picot évidemment qui a dicté les frontières, mais il y a eu toujours ces deux tendances par rapport à la géographie politique, par rapport à l'identité. Et peut-être qu'aujourd'hui, la meilleure réponse, puisque personne ne peut nier l'influence d'une culture arabe commune, certains peuvent la qualifier aussi de méditerranéenne, d'autres de goût arabe par rapport à la langue, par rapport à la musique, par rapport à nos lectures, tous quand nous étions à l'école, par rapport à la littérature, par rapport à la politique, par rapport aux dessins animés, au doublage, par rapport à Kulthum, à Fayrouz, par rapport à la cuisine. Il suffit de regarder les coupes maintenant en Afrique ou la Coupe du Monde, par exemple, et l'euphorie qu'a créée la sélection marocaine en 2022, quand tout le monde dans la région, je parle du Moyen-Orient, du monde arabe, soutenait le Maroc, pas par chauvinisme, ni par fanatisme, mais c'est juste, il y a un effet de sympathie pour différentes raisons qui et puis existent. La langue, en fait. Et puis, il y a la langue commune. Même la base, en tout fait. à fait. Oui. Et même s'il y a des grandes minorités dans la région, qui ne sont pas toujours des minorités, d'ailleurs, comme dans le cas marocain, les Berbères dans l'Afrique du Nord, les Kurdes, dans le Mashrek, surtout en Syrie et en Irak, même s'il y a des plus petites minorités, même s'il y a des identités parfois qui apparaissent en conflit avec une identité arabe dominante ou qui a tenté d'être dominante à partir des mesures de certains régimes, mais on ne peut pas nier l'arabité si on la prend comme un lien culturel, comme un lien émotionnel. Et on peut penser à une union arabe comme l'Union européenne, c'est-à-dire qui ne nie pas aujourd'hui des frontières, puisque certains défendent ces frontières-là, qui pense aux intérêts, qui ne reprend pas les aspects négatifs du modèle européen, parce qu'il y a eu une union arabe, mais entre ministres des intérieurs, de l'intérieur dans chaque pays. Il y a la Ligue arabe. Et il y a la Ligue arabe, mais d'une manière beaucoup plus efficace et moins bureaucratique, qui soit économique pour des raisons de politique étrangère, pour des raisons de coopération, pour des raisons de visa et de mobilité. Il y a beaucoup de questions et de considérations. Mais on peut tout à fait être tunisien et arabe, ou tunisien et berbéro-arabe. On peut être tout à fait libanais et arabe, ou se sentir juste syrien, mais en reconnaissant qu'on parle arabe et qu'on a des liens, que notre goût musical ressemble à celui, si on est à l'est syrien, il ressemble aux Irakiens, si on est à l'ouest syrien, il ressemble plus aux Libanais, si on est dans le sud, aux Jordaniens, on ne peut pas nier. Et dans tout ça, il faut aussi dire que l'histoire coloniale réunit aussi les Arabes. Et tout à fait. Et la Palestine traduit ça. L'histoire coloniale nous réunit. Avant cela, l'Empire ottoman, pendant des siècles et des siècles, nous a réunis. Nous, je parle de nos ancêtres.
peut-être. Et l'histoire coloniale, avec la question palestinienne, a créé aussi, en imposant cette injustice en Palestine, a créé un lien extrêmement puissant avec la question palestinienne. Et même si aujourd'hui, il y a des tendances dans certains pays arabes et parmi des intellectuels qu'on appelle les intellectuels du libéralisme arabe, qui veulent abandonner la Palestine et considérer que c'est juste une question parmi plein d'autres et qu'on ne doit pas rester connecté. Mais même en le disant, ça montre à quel point il doit faire régulièrement un effort pour nier la centralité de cette question. Si elle était tellement ressemblante à toute autre question, pourquoi tout cet effort pour tenter de démanteler les arguments et les mêmes intellectuels qui étaient extrêmement attachés à la démocratie, au droit international, qui aujourd'hui acceptent dans un sens la marginalisation de ce droit en prétendant que de toute façon ce sont les rapports de force qui dictent la réalité. Oui, c'est vrai, c'est les rapports de force, mais ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner le droit international, qu'on doit abandonner les droits humains et qu'on doit abandonner le droit palestinien. Il n'y a aucune raison pour le faire. Donc, c'est un problème et c'est une cause. Mais il y a beaucoup de possibilités de répondre à ce problème et d'adresser la question identitaire comme une question de construction qui a plusieurs couches, plusieurs étages. Peut-être le nationalisme arabe tel qu'on l'a connu est obsolète aujourd'hui. Il faut imaginer une identité arabe différente qui reconnaît les diversités, les différences, qui sort du modèle baathiste ou des modèles qui l'ont instrumentalisé pendant longtemps. Mais il y a un lien, qu'on le veuille ou pas, qui existe, qui est culturel, qui dépend parfois d'un goût, d'une tonalité musicale, d'un sens d'humour, d'une anecdote, d'une odeur qu'on sent dans des sentiers au Liban ou en Syrie ou ailleurs. Donc c'est une question qu'on ne peut pas nier et que la négation ne sert à rien. C'est ce qui répond en partie à la question de... Enfin, c'est pas une question, c'est un peu un sujet de disserte, en disant quelle est la solution aujourd'hui? Est-ce qu'on doit aller vers le panarabisme? Voilà, on va essayer, continuer à poser vos questions, mais essayer de faire des questions, de nous poser des questions un peu plus précises, sur l'histoire ou l'actualité. En lien avec ça aussi, il y avait, avec cette question justement entre une appartenance globale et une appartenance nationale, en lien aussi avec la Palestine, l'existence de fronts extérieurs. Oui. Qui est quelque chose, et là aussi ça permet de faire le lien entre l'histoire et aujourd'hui. Il y a eu surtout après 67 l'OLP qui s'installe, donc les combattants palestiniens en Jordanie qui font des opérations qui s'organisent depuis la Jordanie. Les tensions que ça crée avec le régime jordanien, Septembre Noir, en septembre 70, etc. Il y aura aussi ces tensions-là avec le Liban, au Liban ensuite. On retrouve aussi de ça aujourd'hui. Il y a eu au Liban, ça a créé une vraie un débat national en fait, quasiment. Après le 7 octobre, l'intervention du Hezbollah pour ouvrir un front nord avec Israël pour permettre, pour diminuer un peu, disait Nasrallah à l'époque, la pression sur Gaza. C'est aussi une vraie question, en fait, finalement, à quel point on peut nier cette réalité ou pas, rester en fait recroquevillé dans ces considérations nationales ou dire en fait il y a aussi un idéal qui est à défendre, et finalement on se retrouve après le 7 octobre, on s'est retrouvé quand même avec notamment le rôle qu'ont eu les Houthis au Yémen qui défendaient aussi les Palestiniens qui sont intervenus dans ce sens. Oui, tout à fait. Alors je distingue un peu entre, pas un peu, je distingue beaucoup entre la phase des années 60, 70 et aujourd'hui pour plusieurs raisons. Alors, il est vrai que déjà dans les années 60, la montée du mouvement national palestinien et parmi les Palestiniens, il y avait un argument
très important, celui de Yasser Arafat et de ses compagnons, Abu Jihad, Abu Iyad et autres, et même la gauche palestinienne donc aussi. Yasser Arafat, pour ceux qui ne sont pas assez vieux pour s'en souvenir, donc Yasser Arafat qui était donc le fondateur leader, du Fatah, du Fatah qui est devenu le leader de l'OLP. Et ensuite de l'autorité palestinienne. Exactement. Après les accords d'Oslo. Et une partie de la gauche palestinienne aussi, le FPLP de Georges Habash, qui avait adopté Front le populaire de marxisme libération de et la le Palestine. nationalisme arabe en même temps. Leur argument, c'était que après la défaite de 1967, les limites des régimes arabes par rapport à la question palestinienne sont claires. Maintenant, c'est à nous, Palestiniens, avec toute l'histoire des tentatives de créer des mouvements nationaux palestiniens depuis le début de la lutte, puisqu'on a évoqué le livre de Rachid Khalidi, le début de la lutte et surtout en 1936 et après durant la Nakba et même à plusieurs reprises après, l'incarnation de ce mouvement est venue finalement pour beaucoup de Palestiniens à travers Fatah et à travers l'Organisation de la libération de la Palestine. Et c'est à nous, Palestiniens, de se battre pour la Palestine et de ne pas laisser les régimes arabes décider pour nous avec leurs propres considérations. L'expérience jordanienne n'était pas une expérience glorieuse pour beaucoup de Palestiniens. Il y a eu le clash avec l'armée jordanienne, les Jordaniens qui accusaient les Palestiniens d'imposer un affrontement avec Israël sans même prévenir les autorités à Amman. Ça a mené à Septembre Noir. Et donc, en 1970, après aussi un accord que Nasser, d'ailleurs, avait réussi à créer en 1969 au Caire, le leadership et des milliers de combattants palestiniens se sont retrouvés au Liban. Le Liban connaissait déjà une division politique entre gauche d'un côté et certains courants musulmans et droite chrétienne. Et donc l'arrivée des Palestiniens va amplifier ou va, disons, rendre ces divisions encore plus conflictuelles. Parce que le système politique libanais n'était plus un système de consensus parmi les grandes formations politiques libanaises, parce que la gauche libanaise considérait que l'arrivée des Palestiniens allait révolutionner le Liban, parce qu'il y avait la littérature du temps aussi, on est en 67, 68, 69, 70, il y a Che Guevara, il y a la guerre au Vietnam, il y a les mouvements de libération en Afrique et les luttes post-coloniales, il y a le communisme et les groupes des étudiants, il y a mai 68, il y a beaucoup de choses qui, je ne veux pas dire justifier un effort guerrier, mais qui montraient qu'à ce moment-là, les aspirations d'une révolution dans toute la région, de créer un Vietnam au Liban, comme le disaient les gauches libanaises et palestiniennes. D'ailleurs, Arafat ne le disait pas, il était plus pragmatique et plus réaliste que cela. C'était aussi l'âge d'or de l'anti-impérialisme. Et c'est l'âge d'or de l'anti-impérialisme. Donc, il y a eu une articulation entre cette lutte-là, qui n'est pas libano-libanaise, et le clivage politique au Liban, pour des raisons politiques, économiques et sectaires aussi, puisque le système libanais, conçu sous le mandat français et consolidé après l'indépendance, est un système qu'on appelle consociatif, donc de partage de pouvoir entre représentants des communautés religieuses. Et avec le temps, ça a affaibli la citoyenneté et plutôt ça a renforcé les appartenances confessionnelles. Donc il y avait une partie des Libanais qui ne voulaient plus de ce système et il y avait une autre qui le défendait en considérant que c'est le seul moyen de stabilité. Et puis il y avait un courant aussi, la droite chrétienne, qui voulait qu'on soit neutre dans la région, que si on invite le conflit palestinien au Liban, ça va créer beaucoup de problèmes, puisque depuis 1949, il y avait 14, mais plus tard 12 camps de réfugiés palestiniens au Liban. Depuis 1949, les Palestiniens chassés de leurs maisons, de leurs terres, de leurs villages et villes, une partie s'est installée au Liban. Et dans un équilibre fragile, démographique et confessionnel, déjà, il y avait des craintes par rapport à cela. Alors, si on ajoute le facteur ou le paramètre militant et militaire des gauches libanaises et palestiniennes, la situation devenait de plus en plus explosive et le pouvoir libanais n'a pas voulu faire des compromis pour éviter le pire. On est allé vers la guerre civile, puis vers une invasion syrienne, puisque Assad a envahi le Liban en 1976 et il a affaibli les Palestiniens et la gauche
pour créer un rapport de force qui lui permet de contrôler et d'être l'arbitre. En 1978, Israël a envahi une première fois et a créé ce qu'elle appelle une zone de sécurité, ce qu'il appelle Israël une zone de sécurité dans 50% du territoire du Sud-Liban, donc 12% du territoire libanais qui devient occupé depuis. Hezbollah n'existait pas. La révolution iranienne n'avait même pas encore eu lieu. 82, une deuxième invasion israélienne qui arrive jusqu'à Beyrouth et qui, peut-être, il faut le rappeler, parce que les gens oublient, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la communication qu'on connaît aujourd'hui. Beyrouth, la capitale, et j'ai vécu ça moi-même, a été assiégée, assoiffée, bombardée. L'aviation israélienne a écrasé des quartiers entiers et il y a eu des dizaines de milliers de morts et de blessés. On estime à peu près à 20 000 morts, l'invasion israélienne de 82, juste en 3 mois, de juin à août. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais il y avait des journalistes qui faisaient bien il y avait des journalistes leur travail fabuleux, à l'époque parce qu'ils étaient sur place. Parce qu'ils étaient sur place. Ce qui rappelle pourquoi aujourd'hui Israël à Gaza, on ne laisse pas les journalistes être sur place. Aux journalistes. Tout à fait. Mais vous savez, l'importance peut-être des réseaux sociaux, bien qu'il y a beaucoup de défauts aussi, c'est que notre réaction politique et émotionnelle, elle est directe. Oui. Dans le temps, on attendait le journal télévisé de 20h ou les journaux le lendemain. Donc il y a un peu un gap, il y a une distance par rapport à l'événement ou à l'actualité. Donc 82, la deuxième invasion israélienne, et ce n'est qu'à partir de 83 que Hezbollah est fondé et qu'il prend petit à petit le rôle de la résistance militaire contre l'occupation israélienne au Liban, que la gauche libanaise occupait avant, ce rôle-là, assumé avant. Et cela a été fait aussi suite à des confrontations entre Hezbollah et la gauche, et avec une campagne d'assassinat d'intellectuels et de responsables communistes libanais. C'est aussi le moment où Mahdi Amel, Hussein Mroué, Khalil Naous et autres. Il y a aussi l'alliance entre l'Iran et le régime syrien, pour différentes raisons durant la guerre Irak-Iran, qui se projette au Liban avec le soutien des deux acteurs à Hezbollah, mais Assad aussi soutenait un autre mouvement chiite, et il va y avoir une guerre, Amal, le mouvement Amal, qui va y avoir une guerre entre les deux pour se partager ce qu'on appelait la carte chiite libanaise entre Téhéran et Damas. Je dis tout cela pour dire que déjà il y a une division, un clivage au Liban très important par rapport à quelle forme de soutien on peut fournir aux Palestiniens. Et Hezbollah, à partir de 2000, après la libération du Sud-Liban, grâce aux efforts militaires de la gauche et puis de Hezbollah, et grâce aussi à la résilience de la population du Sud-Liban, la libération du Sud-Liban en 2000 a ouvert un nouveau chapitre au Liban. Beaucoup de Libanais, à partir de ce moment-là, considéraient que les armes de Hezbollah n'ont plus la même légitimité. Et puis, encore plus après 2005, quand le régime syrien a été forcé de quitter le Liban suite à l'assassinat de Hariri, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre libanais. La question du soutien de Hezbollah au régime syrien commence à cliver les Libanais davantage. Et donc, la guerre de 2006 va montrer que les armes de Hezbollah, pour sa base sociale dans le sud, ont été efficaces, mais pour les autres Libanais, ils considéraient que la guerre entre Hezbollah et Israël en 2006 reflétait beaucoup plus une guerre entre l'Iran et Israël qu'une guerre libano-israélienne. À partir de là, il y a un malentendu qui s'installe au Liban qui est extrêmement profond, dans le sens où une partie des Libanais ne comprennent pas à quel point les gens du Sud-Liban sont traumatisés par les invasions israéliennes, par l'occupation, par les déplacements qui ont créé, par exemple, la banlieue sud de Beyrouth, qui ont contribué au départ de dizaines de milliers de Libanais vers les États-Unis, notamment à Michigan, et vers l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc., que la conscience politique d'une partie des chiites a été créée et s'est développée en rapport avec l'occupation israélienne et avec les guerres israéliennes. Donc il y a cette question qui n'est pas suffisamment... Parce que le Sud-Liban est majoritairement... Oui, et puis parce que le Sud-Liban est majoritairement majoritairement chiite. que sociologiquement, les chiites
historiquement appartenait aux classes les plus défavorisées, en fait. Oui et non. C'est-à-dire oui parce que c'est vrai. Sud, oui, voilà. Mais non parce que aussi, par exemple, le Nord-Liban, le Akkar ou certaines régions de la Bekaa où la population elle est chrétienne et sunnite sont extrêmement marginalisées. Et ils le sont aujourd'hui plus, par exemple, que le Sud. Parce que en même temps, le déplacement forcé d'une partie de la population du Sud-Liban à cause des invasions israéliennes et de l'occupation a fait qu'ils ont été urbanisés et qu'il y a eu un ascenseur social que l'État n'a pas lui-même créé, mais la persévérance et la résilience des gens l'ont créé. L'éducation a modifié aussi la donne et il y a aujourd'hui une grande classe moyenne chiite. Il y a eu pendant un moment, avant l'effondrement bancaire, une bourgeoisie chiite, mais il y a un malentendu entre une grande partie des chiites et le reste de la population par rapport à la situation traumatique du Sud-Liban. Même si le Liban est un tout petit pays, mais vous le connaissez, vous avez été plusieurs reprises. Si on est à Beyrouth à 1 heure, vraiment à 1 heure du bombardement dans le sud, on pense qu'on est sur une autre planète parfois. Sauf qu'il y a évidemment les drones qui nous rappellent qu'il y a quelque chose, sauf que parfois il y a des bombardements sur la banlieue sud, il y a des assassinats au cœur de la capitale aujourd'hui, mais pendant très longtemps, à partir de 85 et jusqu'en 2000, jusqu'à la libération du Sud-Liban, il n'y avait que la zone occupée au Sud-Liban où il y avait les opérations militaires, avec 2 exceptions, 93 et 96. Donc, et du côté chiite en même temps, avec le modèle Hezbollah, qui est un modèle qui ne ressemble pas aux autres expériences politiques libanaises, qui étaient moins idéologiques, qui étaient moins fermées, et qui étaient moins liées organiquement à un acteur externe, l'Iran, qui était moins mobilisé, soutenu et armé par l'Iran. Et puis avec la catastrophe de l'engagement militaire de Hezbollah en Syrie pendant 10 ans, et il a payé le prix avec la guerre actuelle avec Israël, puisque c'est en Syrie surtout qu'il a été découvert par les services de renseignement israéliens, américains et autres. Donc, c'est du côté du Hezbollah et de sa rhétorique très pro-iranienne, ça a renforcé le malentendu. Et pour beaucoup de Libanais, Hezbollah représente les intérêts iraniens au Liban plutôt que représente une partie des Libanais. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est le ressenti. Et jamais Hezbollah n'a su gérer cette question en se montrant à la fois extrêmement proche des Iraniens et presque leur allié le plus fiable qui intervient en leur faveur. Et aussi, il veut qu'il soit reconnu comme un parti politique libanais sans accepter de dialoguer et de comprendre les craintes des autres Libanais. Donc, cette question-là rend la situation très conflictuelle. Il y a eu on va pas faire l'histoire du Liban aussi. Il y a eu l'épisode de 2008 aussi qui a contribué aux tensions avec Hezbollah. Avec Hezbollah qui a imposé par sa puissance militaire une solution à un problème politique qui d'ailleurs n'a pas été résolu. Et la preuve, c'est que ça a amplifié la haine chez une partie des Libanais contre Hezbollah. Parce que symboliquement, il avait retourné ses armes. Il avait tourné les armes contre les Libanais, non plus seulement contre les Israéliens, mais en même temps, avec un État qui n'en est pas un, qui n'est pas présent, on le voit aujourd'hui avec la question du désarmement de Hezbollah dans le Sud, il y a toute une partie de la population du Sud qui dit, en fait, nous, s'il n'y a pas Hezbollah, il n'y a personne pour nous défendre. Et ça aussi, c'est une réalité. Oui, sauf que là, dans cette guerre-là, Hezbollah a perdu cet argument. Parce qu'il a montré durant cette guerre, et avec sa défaite humiliante, militairement parlant, que ses armes n'ont pas protégé le Sud-Liban. Le Sud-Liban, aujourd'hui, il est sous la merci des Israéliens. Il est bombardé d'une manière quotidienne. Il y a 5 positions dans le Sud-Liban qui ont été occupés par Israël, qu'ils ne l'étaient pas avant cette guerre. Il y a toute l'élite militaire de Hezbollah qui a été éliminée. Il y a son secrétaire général qui a été éliminé. Il y a une grande partie de ses dépôts d'armes qui ont été détruits. Et donc l'argument comme quoi les armes de Hezbollah protéger le Liban des agressions israéliennes, cet argument ne tient plus. Le Sud-Liban, protège plutôt la population du Sud-Liban, en fait. Aujourd'hui, la population du Sud-Liban, moi j'ai été dans le Sud il n'y a pas très longtemps, j'ai jamais vu autant de destruction de toute ma vie. Il y a juste Gaza, évidemment, qui est de loin plus détruit. Mais les villages frontaliers du Sud-Liban, il y en a 37
qui ont presque disparu. Les ruines aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des décombres, c'est de la poussière. Et donc cet argument ne tient plus aujourd'hui. Même s'il y a eu des combats et même si les combattants de Hezbollah sur le sol ont montré une détermination et un courage pour défendre leur propre village, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais entre l'intelligence artificielle et son usage militaire, entre les capacités américaines et pas seulement israéliennes qui ont été mises dans ce combat, entre les faux calculs et les erreurs de Hezbollah et des Iraniens qui n'ont jamais cru qu'Israël allait jusqu'au bout dans cette guerre-là. Et d'ailleurs, on dit aujourd'hui, et je l'ai entendu de plusieurs sources, qu'au sein de Hezbollah, on accuse les Iraniens de ne pas avoir permis au parti d'utiliser ces armes stratégiques, en prétendant que non, laissez-les pour plus tard. Oui, avec le sentiment que quelque part, le régime iranien a sacrifié Hezbollah pour se protéger lui-même. Tout à fait, parce qu'il considérait que Netanyahou n'avait pas encore le feu vert des Américains pour aller plus loin, jusqu'à assassiner Nasrallah, jusqu'à occuper de nouveaux territoires au Liban, jusqu'à détruire une partie de la banlieue sud, en plus des villages, la banlieue sud de Beyrouth, en plus des villages frontaliers. Et donc, l'accord de cessez-le-feu, c'est un accord qui stipule, et Hezbollah l'a accepté parce qu'il ne pouvait pas ne pas l'accepter, qui stipule son désarmement, au moins dans le sud de la rivière Litani, qui est une rivière qui, pour simplifier, divise le sud Liban en deux. Aujourd'hui, Israël ne cherche pas juste à faire respecter cet accord, loin de là, il cherche l'humiliation des gens du Sud-Liban et des Libanais en général, en bombardant d'une manière quotidienne les villages du Sud, en demandant maintenant le désarmement partout, et pas seulement au sud du Litani, soutenu par les Américains, en envoyant les drones. Si vous passez au Liban, une guerre psychologique, le son extrêmement violent et qui est vraiment un viol dans le sens concret du terme. On dit juste le viol de la souveraineté. Non, il y a une violation, un viol de l'intimité des gens qui sont filmés 24 heures sur 24, qui peuvent être bombardés à tout moment. Le son n'est pas juste neutre, parce qu'on sait que ce son peut se transformer en un obus ou en un assassinat, etc. Donc il y a une condition insupportable. Et on parle de tout cela pour comparer avec le passé. Je peux comprendre l'engagement éthique vis-à-vis des Palestiniens, par certains qui veulent même se battre malgré le rapport de force qui n'est pas en leur faveur. Mais ce qui s'est passé et ce qui peut se passer parfois peut être un sacrifice qui n'était pas nécessaire. La guerre au sud Liban, donc le front qui a été ouvert par Hezbollah, n'a pas du tout diminué la pression militaire sur les Palestiniens. Le génocide s'est poursuivi. Il y a eu juste un front. Certains estiment aujourd'hui, après tout ce qu'on a vu, et peut-être c'est vrai, que Israël préparait à cette guerre depuis très longtemps. Le fait qu'il y a toute cette banque de données, le fait qu'il y a toutes les cibles qui étaient bien identifiées. L'explosion des beepers aussi. Exactement, le fait qu'il y a eu cette explosion désastreuse des beepers. Le fait que durant l'engagement de Hezbollah en Syrie, et selon plusieurs rapports maintenant qui commencent à sortir, les services israéliens et américains, chaque funéraille de combattants de Hezbollah en Syrie, il était repéré pour voir qui sont les liaisons, les liens de chaque combattant dans chaque village. Hezbollah s'est exposé pendant 10 ans pour aller soutenir un régime barbare et criminel en Syrie, pour des raisons iraniennes et non pas libanaises. Et c'est ça aussi qui donne un argument encore plus important aux anti-Hezbollah au Liban. Ça l'a exposé aux Israéliens, en plus de l'intelligence artificielle, en plus des espions. Il y a eu, et ça montre qu'Israël préparait à cette guerre depuis très longtemps, contrairement à Hezbollah, qui a sous-estimé le rapport de force actuel, qui est resté sur une évaluation de ce qui s'est passé en 2006, bien que l'institution militaire israélienne a tout fait pour éviter un scénario
comme 2006. 2006, c'était une volonté d'envahir une partie du sud Liban, et ils n'ont pas réussi à le faire parce que Hezbollah connaît mieux le terrain, parce que ses combattants ont repoussé les chars israéliens et ont détruit Donc des 2006, chars. juste pour rappel, on parle de la guerre de juillet. 33 jours en juillet-août 2006. Exactement. Donc à la suite, dans l'enlèvement de 2 soldats israéliens par le Par le Hezbollah, Hezbollah. Israël Oui. Et déclare Hezbollah la les guerre au avait Liban. enlevés pour imposer un échange contre des prisonniers libanais du côté israélien et pour des raisons géopolitiques aussi, si vous voulez. Et le secrétaire général du Hezbollah à l'époque avait dit, après la guerre, que s'il avait su que les conséquences seraient comme telles, il n'aurait pas fait. Ouais. Il y a Bazr Sim, je ne sais pas comment prononcer ça, qui dit oui, Big Brother is watching you pour les drones, effectivement. Et il y a Guttural Ayoli qui dit quel plaisir d'entendre Ziad Salam ya Ma'allem. Oh, Voilà. shukran, merci beaucoup. Une question en t'entendant justement dérouler la chronologie en parlant de 76, 78, 82. Je m'attendais à avoir au moins un sous-chapitre consacré à la guerre civile libanaise et il n'y en a pas. Pourquoi ce choix ? Alors, pour 2 raisons. La première raison, c'est par rapport à la logique du livre. Puisque j'ai décidé de l'articuler autour de 8 moments de rupture, 8 moments fondateurs. Donc, le premier, c'est de 1915 à 1920, Sykes-Picot. Avant cela, la correspondance entre McMahon et le gouverneur de la Mecque, Hussein le Hachémite. Donc, McMahon, qui est le haut-commissaire britannique en Égypte. En Égypte. 1916, Sykes-Picot, 17, Balfour, et 18, la Société des Nations. Donc, ça, c'est le premier moment. L'ancêtre de l'ONU. De l'ONU. Ouais. Deuxième moment, la Nakba en Palestine, la création d'Israël. Troisième moment, 73, qu'on a évoqué. Quatrième, 79, avec la révolution iranienne et le djihad afghan. Cinquième, c'est 90, suite à la chute du mur de Berlin, l'agonie de l'Union soviétique. L'Irak envahit le Koweït, c'est la fin de la guerre au Liban. Puis, il y a septembre 2011, qui, à mon avis, est très important parce que la guerre contre le terrorisme... Pas 2011. 2001, je dis toujours 2011 parce que c'est le 11 septembre. Donc 2001, et la guerre contre le terrorisme, qui est un changement radical, puisqu'on a ajouté une catégorie terrorisme qui n'existe nulle part dans le droit international. Et que aujourd'hui, les Américains l'utilisent tout le temps, les Israéliens l'utilisent tout le temps, les Russes l'ont utilisé pendant un moment, les régimes arabes l'ont utilisé pendant un moment. Donc, on qualifie de terroriste une catégorie de gens. Et puisque dans le droit international, le terrorisme n'existe pas, tout est permis contre ces gens. Il n'y a rien qui les protège. Je ne dis pas que c'est vrai. On passe sur un paradigme moral, en fait. C'est le mal absolu, donc et tout est permis. Et donc, l'éradiquer, il n'y a plus de convention de Genève. D'ailleurs, les Américains avaient créé aussi une catégorie, pour ne pas dire prisonniers de guerre, qui doivent être protégés selon la 3e Convention de Genève. Ils ont parlé des combattants terroristes qu'ils vont capturer, qui ne sont plus protégés. Et on voit les conséquences jusqu'à maintenant, avec l'usage du terrorisme, la manipulation de ce terme, et le fait qu'il a été associé souvent à des Arabes et des musulmans, pour faire court et presque vulgaire. Mais c'est le cas dans les médias, dans beaucoup de mentalités politiques. Automatiquement, terrorisme, c'est arabe, musulman, islamiste, et on met tout dans le même panier. Et donc, c'est un grand changement. Et puis, il y a le moment en 2011 des révolutions arabes. C'est le 7e. Et le 8e, c'est la guerre génocidaire à Gaza suite au 7 octobre. Donc la guerre libanaise ne peut pas être considérée comme un tournant en soi. C'est pour ça que je la mentionne après 73 et je l'évoque aussi par rapport aux invasions israéliennes et par rapport au rôle syrien au Liban. Et je l'évoque de nouveau en 90 après la fin de la guerre et les accords de Taïf, et après aussi par rapport à la guerre actuelle et par rapport au désastre qui a eu lieu au Sud-Liban. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, elle est liée au fait que j'ai un livre sur lequel je travaille depuis longtemps sur le Liban, uniquement sur le Liban. J'espère le sortir en anglais bientôt, mais en français aussi, et qui fait aussi une lecture historique de 1920 jusqu'à aujourd'hui, 1920, parce que c'est la création du Grand Liban par le général Gouraud sous le mandat français. Donc à Beyrouth et au Mont-Liban, on a ajouté la Bekaa,
le Nord et le Sud pour créer cette entité politique. Et en 1926, la constitution libanaise et le système confessionnel ont été créés. Donc je tente, à partir de l'analyse du système confessionnel et des élites politiques, de raconter aussi presque un siècle d'histoire, pour éviter les répétitions aussi. D'accord. Je revois d'ailleurs, on avait publié justement sur l'histoire de la création du Grand Liban, un article de l'historien libanais Charles Hayek qui était pas mal. Oui, et on tout à fait, rappelle je l'ai que vu. Gouraud a toujours une avenue à son nom à Beyrouth. Pardon? Que Gouraud oui, a toujours une avenue à son nom à Plusieurs Beyrouth. généraux français et britanniques d'ailleurs Ouais. ont des avenues en leur nom. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans à la Croix-Rouge libanaise. Le siège central de la Croix-Rouge, c'est la rue Spears. Oui. Et il y a la qui est rue en plein Clémenceau, centre qui est de la corniche Beyrouth, de la oui. mer. Il y a, il y a beaucoup de noms de généraux des puissances coloniales. Les Britanniques, par ailleurs, sont présents au Liban pour une histoire assez curieuse qui n'est pas très connue. C'est que durant la Deuxième Guerre mondiale, bien que le Liban était encore sous mandat français, mais le fait que les troupes françaises ont été divisées entre les pro-Vichy et les pro-de Gaulle, les Britanniques se sont imposés au Liban, ont bombardé dans certains cas les troupes françaises pro-Vichy et ils ont poussé de Gaulle à reconnaître l'indépendance du Liban en 1943, ce qui fait que pour les saluer, il va y avoir des avenues au nom des généraux britanniques qui étaient présents. On a une série de questions assez développées dans le chat. Donc, il y a toujours Bazar Sim. C'est un programme. Ce qui dominait dans les années 50, 60 et même 70, c'est un front panarabique. Alors, même 70, le panarabisme meurt quand même après 67, mais incarné par une politique non alignée. Donc, on voit Bandung, etc. 1955. Voilà. Notamment marxiste, donc politique. Le problème, ce qui n'empêchait pas de mettre tous les communistes en prison, hein, mais passons. Le problème, à mes yeux, c'est que les différents mouvements se divisent sur des divergences religieuses, notamment chiites, sunnites et autres wahhabismes. Qu'en est-il? C'est très intéressant parce que effectivement, c'est une grille de lecture qu'on prend souvent pour parler du Proche-Orient. C'est le confessionnalisme. Oui. C'était d'ailleurs le simplisme américain aussi Tout à fait, en Irak, en fait, de jouer ça, de diviser le pays entre chiites et sunnites, pardon, avec le wahhabisme. Justement, qu'en est-il du coup de ces divisions? Alors, pour répondre à cela... Juste, pardon, pour les autres, au cas où le chat continue, voilà, n'hésitez pas à remettre vos questions pour qu'on puisse les lire, comme ça, pour ne pas couper la parole à Ziad. Non, parfait. Moi, je donne souvent des exemples qui montrent à quel point ce logiciel ou cette grille de lecture sunnite-chiite peut être obsolète dans la majorité des cas. L'Iran, qui est par excellence le modèle chiite politique le plus poussé à son extrême avec la théorie de Wilayat al-Faqih ou le rôle du guide suprême. L'Iran... Du juriste guide, en fait. Exactement. Parce qu'il est... pas depuis si longtemps. Hein, depuis 79. Oui, mais je veux dire, l'Iran devient chiite au XVIe siècle. Oui, 1501. Voilà, l'Iran devient chiite en 1501. Officiellement, ça prend du temps, évidemment. Mais l'Empire savavide, c'est l'empire qui décide de passer au chiisme et d'adopter le chiisme, et avec une version aussi de ce chiisme qui n'était pas celle, par exemple, du Najaf en Irak, ancienne capitale du chiisme théologiquement parlant. L'Iran chiite soutient l'Arménie chrétienne contre l'Azerbaïdjan chiite. Et une partie des Iraniens sont azaris eux-mêmes, notamment dans le nord-ouest du pays. La population azari est très importante démographiquement et a toujours joué un rôle politique important dans l'histoire perse et puis iranienne contemporaine. Mais l'Iran se positionnait historiquement et a continué de le faire du côté de l'Arménie contre les Azaris ou l'Azerbaïdjan chiite pour des raisons politiques qui n'ont rien à voir avec la religion. La Turquie, qui est sunnite, soutient l'Azerbaïdjan chiite contre les Arméniens pour des raisons également politiques et non pas théologiques ou religieux. Tout le nord africain et ses conflits, que ce soit en Libye
ou pendant les années noires, dans les années 90, en Algérie. C'était entre sunnites, il n'y avait pas de chiites, et il n'y a toujours pas de chiites là-bas. Enfin, il y a une minorité, mais je veux des dire minorités, vraiment oui, très, mais c'est pas... c'est vraiment peanuts, quoi. Exactement, Voilà. et ça ne permet de rien Oui, ni lire ni comprendre par oui. rapport aux affrontements politiques. Et dans certains cas, plutôt dans le cas libyen par exemple, une des grilles de lecture peut être l'Est et l'Ouest, entre autres. Mais il n'y a pas une question sunnite-chiite. Le Soudan, qui est déchiré par les guerres et par les massacres et par l'invisibilisation aussi, depuis très longtemps, et là, avec les actuels épisodes de massacres, il n'y a pas une question sunnite-chiite. Même le Yémen, qu'on tente de simplifier en parlant des Houthis comme étant chiites et les autres juste Shafi'i, ce n'est pas vrai, parce que les Uyouds ne sont pas comme les autres chiites. Il y a une spécificité et qui n'explique en rien non plus le conflit entre le Nord et le Sud. Dans le Nord lui-même, dans le temps entre les Houthis et Ali Abdallah Saleh, qui était le président à Sanaa, et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et la rivalité entre Saoudiens et Émiriens et entre les États arabes unis, dans le sud surtout, où c'est entre sunnites, il n'y a pas le phénomène Houthi là-bas. On peut prendre plein d'exemples comme ça. Par contre, est-ce qu'il y a eu au Liban et en Irak ou en Syrie, depuis pas très très longtemps, depuis les Assad, des clivages sunnites, chiites ou des clivages confessionnels, mais aussi ça peut être chrétien musulman, ça peut être kurde arabe, ça peut être druze, ça peut être druze, comme ça peut être druze chrétien, comme ça peut être chrétien. Vous savez, les deux épisodes les plus violents de la guerre libanaise était entre Roun et Jarjar, donc deux chefs militaires chrétiens d'un côté, et entre Ahmad et Hezbollah, qui étaient les deux groupes chiites de l'autre. Voilà. Et à ce moment-là, je travaillais à la Croix-Rouge et c'était une violence qu'on n'avait pas vue jusqu'à maintenant. En plus, parce que les armes étaient devenues plus sophistiquées qu'au début de la guerre en 75 ou qu'au début des années 80. Donc, cette grille de lecture n'explique pas grand-chose. Mais est-ce qu'en Irak, il y avait et il y a eu, à cause de Saddam Hussein d'un côté, à cause de l'invasion américaine et de la dissolution ou la destruction de l'État irakien de l'autre, et puis des politiques iraniennes et des tentatives iraniennes de manipuler, d'instrumentaliser, est-ce que la question sunnite-chiite est devenue importante politiquement ? Oui. Mais encore une fois, on a vu qu'en 2019, avec le soulèvement populaire en Irak, une grande partie de la mobilisation se déroulait à Basra, qui est une ville à majorité chiite, et dans le sud du pays à majorité chiite, contre d'autres factions chiites elles-mêmes, pro-iraniennes, accusées de corruption. Et donc la question chiite-sunnite n'était pas du tout à l'ordre du jour. Même chose dans certaines mobilisations à Bagdad. Ceci dit, on ne peut pas nier la présence de cette question-là, ni en Irak, ni en Syrie, la question alawite-sunnite, puisque la famille Assad et les généraux de l'armée de son régime étaient à grande majorité alaouites. Oui, parce qu'en fait, il faut expliquer que donc, le chiisme, c'est quand même assez varié, qu'il y a plusieurs groupes chiites, les duodécimains, les yazidites, et que les alaouites sont aussi des chiites, mais d'un autre groupe. Oui et non, parce qu'il il y a eu une tentative à partir des années 77-78 par Moussa Sadr, qui était un chef religieux chiite libanais, de les chiitiser, si le mot se dit en français, parce qu'ils n'étaient pas considérés chiites, mais allons-y, tentons de les chiitiser, puisqu'ils aiment Ali, d'où leur nom, alaouite. D'ailleurs, le terme alaouite a été imposé par les orientalistes français. Eux, ils s'appelaient dans le temps Nusayri. Et aujourd'hui, si on dit Nusayri, ça devient péjoratif. C'est les sunnites qui ne les reconnaissent pas comme musulmans. Donc, alaouite, c'était... je ne veux pas dire un compromis, mais par rapport à leur attachement à Ali. Tandis que les chiites, ils s'attachent beaucoup à Ali, mais il y a une grande différence, puisque chez les alaouites, il y a un certain aspect divin de Ali qui ressemble un peu à la trinité chrétienne et au fait que Ali est une incarnation divine. Hein, c'est la parole de Dieu aussi. Donc, il y a eu une tentative libanaise de Moussa Sadr de le chiitiser, puis il y a eu une tentative iranienne très sérieuse, avec le Murtada, avec beaucoup d'associations qui ont été créées, avec l'un des frères de Assad, Jamil, qui a créé une des organisations pour les
séduire et les rattacher au chiisme, et ça n'a pas marché. Il y a aussi les Ismaïlis qui sont en Syrie, qui sont une des variantes, disons. Ouais. Et il y a les Druzes qui ont adopté un autre chemin. Avec aussi là, des mélanges assez hétérodoxes avec la chrétienté. Enfin, tout à fait. C'est vraiment... Même les Druzes, avec les religions grecques et indiennes, puisqu'ils croient, comme d'ailleurs les Alaouites, à la réincarnation, qui n'est pas un phénomène reconnu par l'islam orthodoxe ou par l'islam officiel, disons, qu'il soit chiite ou sunnite. Et puis le wahhabisme n'est pas une branche à part. Le wahhabisme, c'est une des branches du hanbalisme, donc d'un sunnisme rigoureux, qui avait abandonné pendant un moment ce qu'il considérait une aliénation de l'islam, notamment sous l'Empire ottoman. Et d'ailleurs, pour parler aussi de l'absence de la question chiite dans cette affaire, Mohammed Ali Pacha, qui était le gouverneur de l'Égypte, va dépêcher... Le père de l'Égypte moderne. Et le père de l'Égypte moderne, bien sûr, a envoyé son fils, Ibrahim Pacha, en une série de campagnes militaires de 1810 jusqu'à la fin de cette décennie, pour écraser le wahhabisme qui menaçait la Mecque, en provenance de Riyad et de Dar'ia, sa ville natale de l'imam Abdel Wahhab. Et plus tard, c'est bien plus tard que le wahhabisme, en s'alliant à la famille Saoud, a réussi à s'imposer, à créer dans les années l'Arabie. 30, exactement, officiellement en 1932, avec la création de l'Arabie saoudite. Et il a défendu un modèle très rigoureux qui considère qu'il faut abandonner toute médiation entre nous et le texte et le Coran, et qu'il faut abandonner des rituels et beaucoup de choses. C'est peut-être pas le moment d'en développer, mais il n'existe qu'en Arabie saoudite. Après, il a eu une influence. Et au Qatar. Et au Qatar, sauf que par exemple, l'institution wahhabite en Arabie ne reconnaît pas tout à fait la légitimité des wahhabites qataris. Et il y a eu la crise de 2017. Oui, entre l'Arabie saoudite et les Émirats et le Bahreïn d'un côté et le Qatar de l'autre. Donc ni la question sunnite, ni la question chiite, ni même la question wahhabite n'était suffisante pour expliquer quoi que ce soit. C'était politique, géostratégique. Et à contrario, on a depuis 2 ans maintenant une réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui pourtant ont toujours été montrés comme les ennemis jurés, parce que l'un wahhabite, l'autre chiite. Oui, et parce que les deux ont instrumentalisé pendant un moment la question sunnite-chiite pour trouver des alliances et pour créer une présence politique à travers la région. C'était un des logiciels mobilisés pour que chaque acteur, Arabie ou Iran, puisse dominer et s'imposer sur certains théâtres de rivalité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'Arabie saoudite, sous Mohammed Ben Salman, prend aussi ses distances avec cette forme de gouvernance, avec la primauté du wahhabisme, etc. Absolument. Il y a quand même une ouverture sociétale, un enfermement politique, mais une ouverture sociétale. Il y a ce que Mohammed Ben Salman qualifie dans ses discussions avec des gens qui lui rendent visite de ce qu'on peut qualifier d'option chinoise. On garde le champ politique contrôlé, fermé, et on permet petit à petit à l'économie de se libéraliser davantage, parce qu'il y a le plan Horizon 2030, Horizon 2030 qui cherche à commencer une analyse des possibilités dans l'après-pétrole, puisque les revenus vont se modifier d'une manière énorme. Et il y a aussi une liberté sociale qui peut être tolérée, y compris pour les femmes, dans certains domaines. Donc on voit maintenant les concerts de musique, on voit salles de cinéma, des cinémas, le festival de cinéma quand même. Exactement. Et les expositions les salons de livres qui sont parfois sans censure. Donc il y a des changements, mais décidés par l'État, centralisés, sans élection. Et en même temps, il y a un abandon des institutions du wahhabisme, comme les Mutawa'a, qui étaient un service volontaire sous le ministère de l'Intérieur,
qui imposait aux gens de ne pas se mélanger, qui imposait une séparation la des police sexes. des mœurs, en fait. Exactement, Ouais. et qui voyait le voile des femmes. Ça n'existe plus. Ouais. Et il y a en même temps un rôle saoudien dans la région qui tente d'évoluer et de s'imposer indépendamment de l'ancienne alliance avec MBZ ou avec les Mohammed Émirats Ben arabes unis. Zayed, donc des Émirats arabes unis. Et vous Alors, avez publié quelque chose, je pense, sur oui, cela. sur la rivalité Entre les deux. entre l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis Exactement. sur le terrain yéménite. Oui. Et qui Zed Maj, devient très... fidèle lecteur d'Orient 21, je note. Alors, il y a Sorcière qui met le Liban créé aussi pour interdire à la Syrie d'avoir un accès à la mer. Je ne Oui, non, en fait, il faut savoir que la côte syrienne, elle est aussi grande que toute la côte libanaise, presque. Oui, donc parce la que, Syrie a ouais. toujours accès à la mer. Non, hein, la Syrie a accès à la mer. Le nord-ouest, l'Attaquié, oui, les ports de Tartous, Tartos. de Il la y a frontière même une base russe. Donc, Et de la frontière libanaise jusqu'à la frontière turque, il y a une grande côte syrienne qui est très importante. Par contre, peut-être il y a une petite confusion parce que il y a Alexandrette, ou ce que les Syriens appelaient Liwa al-Iskandaroun, qui était syrien et qui a été en 1937 annexé par la Turquie avec une complicité, voire un soutien français. Pendant un long moment, les régimes syriens successifs montraient Alexandrette comme dans la carte de la Syrie. Bachar al-Assad, après sa réconciliation avec les Turcs, l'a enlevé en reconnaissant que ce territoire est devenu turc. Puis après la révolution syrienne en 2011, quand la Turquie a soutenu l'opposition, il a réajouté à la carte. Mais de toute façon, elle ne change pas du fait que la Syrie est un pays méditerranéen et il a un accès avec deux grands ports, Latakia et Tartous. Alors, dans le fil en fait des publications, il y avait une question sur le fédéralisme, si la personne peut la remettre pour qu'on puisse, parce qu'en fait, comme ça faisait un gros bloc, ça a disparu. Sinon, il y a Msila28 qui demande pourquoi mettre de côté le fait qu'une partie de la réussite ou évolution de la présence du Hezbollah au Liban vient aussi du fait que le Liban ne possède pas de souveraineté. Une partie de la politique du Liban vient d'ordres extérieurs, États-Unis, Israël, voire à un moment la France. Le Liban, j'aime bien le voir à un moment parce qu'effectivement on pourrait parler du rôle de la France au Liban. Le Liban n'a même pas le pouvoir de choisir quel équipement militaire il peut avoir. Même la demande de désarmement de Hezbollah ne vient pas de l'État libanais, mais sur ordre des États-Unis, d'Israël. C'est un peu plus complexe que ça, mais effectivement c'est sur aussi. Enfin, il n'y a pas d'armée au Liban, ça. C'est alors vrai. il y a deux choses. Alors, avant la guerre civile libanaise, donc avant 1975. Il y avait une idéologie au Liban, celle de la droite chrétienne, qui considérait que la force du Liban réside dans sa faiblesse. C'était un slogan politique qui a été défendu pendant des décennies par la droite chrétienne libanaise. Et aujourd'hui, une partie des gens qui se considèrent comme appartenant au libéralisme politique sont très nostalgiques de ce slogan-là. L'idée de ce slogan, c'était que le Liban devait être neutre, tout simplement, dans la région. Qu'on peut avoir des émotions, des positions avec tel ou tel acteur, mais nous sommes tellement fragiles qu'on ne peut pas être impliqué ni dans la résistance palestinienne, ni dans les guerres entre les axes régionaux, puisque déjà, il y avait, après l'indépendance du Liban, il y avait beaucoup de tensions entre Hachémites. Il faut peut-être dire que les Hachémites, qui sont toujours la famille royale en Jordanie, étaient aussi jusqu'en 1958 la famille royale en Irak. Donc il y avait entre Hachémites d'un côté et Saoudiens de l'autre une grande rivalité. En Syrie. C'est-à-dire, pour faire une petite parenthèse historique, c'est les Britanniques qui ont dispatché les Hachémites après avoir trahi leur promesse de désigner ou de reconnaître Hossein de Hachémite comme roi des Arabes. Donc le shérif de shérif la de Mecque. Mecca. Ouais. Donc la rivalité s'est traduite en Syrie, par exemple, par des coups d'État, parfois, et des rivalités politiques intenses. Au Liban, on voulait être
loin de cette rivalité. Puis il y a eu la montée du nasserisme. Donc entre Nasser d'un côté et le pacte de Bagdad de l'autre. Le pacte de Bagdad, c'est un pacte réuni par les Britanniques et les Américains, anticommuniste, anti-soviétique, mais dans les politiques arabes, ça se traduisait par anti-nasserisme. Et puisqu'il y a eu, et vous l'avez mentionné, la République arabe unie entre l'Égypte et la Syrie, le Liban aussi a connu des clivages et même une mini-guerre civile en 1958 entre ceux qui, comme le président Chameroun du temps, voulaient être plus proches du pacte de Bagdad, voire adhérer à ce pacte pour éloigner le nasserisme, et ceux qui voulaient soit adhérer à la République arabe unie, soit qui étaient dans une logique pro-Nasser. Et donc, cela s'est accumulé avec le temps, et cette idéologie ne tenait plus parce que la région connaît une tempête après l'autre et connaît la centralité de la question palestinienne avec des dizaines de milliers, plus tard des centaines de milliers de Palestiniens réfugiés au Liban. Après la guerre civile et durant la guerre civile, il est vrai que plusieurs acteurs de la région ont commencé à investir dans les milices libanaises pour gérer une partie du champ politique libanais et avoir une influence. Israël l'a fait pendant un moment, le régime syrien l'a fait pendant un très long moment. Donc l'armée du Sud-Liban, l'armée du Sud-Liban, même aussi le soutien aux phalanges pendant un moment. Le régime syrien a soutenu les phalanges, donc la droite chrétienne pendant un moment, puis ses adversaires pendant un autre. L'Irak a soutenu pendant un moment certaines formations palestiniennes et libanaises, puis a soutenu la droite chrétienne. Dans le cadre aussi des rivalités syro-irakiennes. Et puis, il y a eu l'Union soviétique, pendant un moment, a soutenu les communistes libanais. Et puis, il a soutenu le régime syrien contre les communistes libanais. Il y a eu les États-Unis d'Amérique qui ont soutenu pendant un moment la droite chrétienne, puis qui ont commencé à soutenir toutes les initiatives israéliennes pour déstabiliser le Liban. Puis ils ont pris, au contraire, une certaine distance pour en finir avec le conflit quand ils ont commencé à préparer la guerre contre l'Irak, qui avait envahi le Koweït et annexé le Koweït. Les Américains voulaient éteindre la guerre libanaise, l'incendie libanais, puisque Assad les a rejoints dans l'alliance contre l'Irak, et en échange, il a eu une hégémonie au Liban pour stopper la guerre. Mais dans l'après-guerre, et la résistance contre Israël n'a pas commencé avec Hezbollah. Hezbollah, pour le rappeler, a été créé en 83. Il est devenu puissant militairement fin des années 80, pas avant. Tandis que la résistance contre Israël a commencé en fin des années 60, et puis avec l'occupation israélienne officielle du Liban en 78, puisqu'il y a une résolution onusienne, la résolution 425, qui n'a jamais été respectée par Israël. La résistance était de gauche et palestinienne jusqu'à la moitié des années 80, quand les assassinats à la fois du régime syrien et la guerre entre la gauche et Hezbollah a effacé la gauche. Puis il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique, donc la source aussi de l'armement et du soutien, et l'affaiblissement. Et puis il y a eu une décision au Liban, après Taïf, c'est la dissolution des milices et donc la création ou la construction d'une armée nationale. Hezbollah a été exclu jusqu'à la libération du Sud-Liban. Mais après la libération, il fallait que Hezbollah soit rejoint l'armée, comme les autres milices, soit contribue à la construction, à partir de son expérience, d'une armée nationale libanaise. Ce qu'il n'a pas voulu faire, pour des raisons que certains Libanais considèrent comme iraniennes, d'autres considèrent comme propres au trauma qu'on a évoqué des gens du Sud-Liban. Mais Hezbollah est devenu, dans ce sens-là, une armée à part. Et pour beaucoup de Libanais, notamment non chiites, mais même pour une partie des chiites libanais opposés à Hezbollah, c'est resté pour eux comme une menace, que cela peut entraîner le Liban à une guerre, ou que cela peut dicter aux autres Libanais, puisque Hezbollah est plus puissant et qu'il a ses armes, des décisions qu'ils ne souhaitent pas nécessairement approuver. Donc, mais c'est important aussi de rappeler aujourd'hui que effectivement le Liban ne dispose pas d'une réelle armée. L'armée libanaise est ridicule en fait. Enfin, tout à fait, mais en même temps, et malheureusement, je le dis, avec le rapport de force actuel, avec Israël soutenu sans réserve par les États-Unis et avec la complicité européenne, il n'y a aucun rapport de force, ni Hezbollah, ni l'armée qui est possible, sauf si le Liban
arrive à trouver un moyen pour obtenir les armes les plus sophistiquées possibles de la Russie ou de la Chine ou de je ne sais pas quel pays ou de l'Allemagne ou de la France pour faire un certain rapport de force. Les armes de Hezbollah aujourd'hui ont montré ce qu'il en reste, et même quand ils étaient en leur maximum capacité, ont montré des limites. Vu la différence énorme technologique, différence entre 2 siècles à peu près. Vous savez, seulement 14% des drones et des missiles de Hezbollah ont traversé la frontière libanaise. 86% ont été détruits par les systèmes de défense américains et israéliens avant même de franchir le Liban pour aller s'abattre sur les cibles israéliennes. Tandis que les destructions qu'a subies le sud Liban sont désastreuses. Ce qui fait que ce n'est pas une question de puissance militaire aujourd'hui entre armée et Hezbollah. C'est d'un côté le rapport de force et de l'autre, comment on peut faire pour arrêter les agressions israéliennes. Est-ce que cela peut se faire militairement ? S'il peut se faire, allons-y. S'il ne peut pas se faire ni par Hezbollah ni par l'armée, il faut penser à autre chose. Ça ne veut pas dire se soumettre à la volonté israélienne, loin de là. Ça veut dire avoir au niveau national une compréhension commune, une position commune, une négociation commune avec tous les acteurs de la planète pour arrêter les attaques israéliennes et pour aller vers les tribunaux, pour aller vers les médias, pour chercher le soutien des pays arabes, des pays européens, de l'Afrique du Sud, du Brésil, de tout ce qui peut nous permettre de se protéger. Est-ce que cela va être efficace ? Je ne suis pas sûr. Et honnêtement, je doute. On est face à un moment d'arrogance de la force israélienne, d'arrogance de l'impunité israélienne. Ils ont commis un génocide pendant 2 ans qui continue jusqu'à maintenant à Gaza sans être inquiétés. Évidemment, il y a les courageux juges de la Cour pénale, il y a l'Afrique du Sud et son procès, il y a les voix magnifiques et courageuses d'avocats, de juristes, de politiques, de journalistes, de médecins, et il y a la résilience incroyable du peuple palestinien. Mais jusqu'à maintenant, Netanyahou voyage et traverse l'Europe pour se rendre aux États-Unis. Jusqu'à maintenant, il reçoit des armes. Jusqu'à maintenant, l'insolence des responsables européens qui s'inquiètent du sort du peuple iranien et qui veulent imposer des sanctions, et tant mieux, sur le régime iranien, mais qui sont restés complices et qui n'ont même pas osé parler de crimes et de violations israéliennes pendant 2 ans, pendant qu'on avait presque un consensus parmi les juristes et les experts que c'était un génocide dès le premier mois. Annoncé par le ministre de la Défense et par les responsables. Chose rare, d'ailleurs, d'avoir l'intentionnalité. Et donc, on est face à un moment d'hégémonie militaire israélienne qui ne veut pas dire que c'est la fin de l'histoire, non. Mais au niveau des confrontations militaires, il est aujourd'hui très difficile de faire face à un Israël surarmé par les Américains qui risque de payer plus tard le prix de ce surarmement, de cette logique guerrière sans fin, de sa volonté d'avaler plus grand que possible, de prendre une partie du Liban, une partie de la Syrie, d'annexer la Cisjordanie, de continuer à génocider Gaza, de refuser toutes sortes de rationalités politiques, pour ne pas dire juridiques, évidemment. Mais aujourd'hui, la question n'est pas la question des armes de Hezbollah ni de l'armée, c'est comment éviter à la fois plus de guerre avec Israël et plus de clivage interne libanais. Parce qu'entre les gens du Hezbollah qui sont aveuglés par leur colère, qui peut être justifiée suite à ce qui s'est passé, et entre leurs rivaux libanais, qui ne sont pas moins nombreux, pour les gens qui ne connaissent pas très bien le Liban, qui ne sont pas du tout moins nombreux, et qui sont aveuglés par leur haine de Hezbollah, la situation au Liban est elle-même explosive. Donc il faut faire tout pour éviter un affrontement libano-libanais d'un côté, et un nouvel affrontement avec Israël de l'autre, qui menace et qui poursuit ses frappes et ses assassinats et ses destructions et qui cherche l'impunité totale. Donc c'est très important de fournir tous les efforts possibles pour arrêter la machine de guerre israélienne. Mais encore une fois, rien n'est garanti tant
on est dans un monde qui est le miroir de ce Proche-Orient, un monde qui a exclu notre région, si je parle du Proche-Orient, de droit international, et qui commence à exclure maintenant d'autres zones. C'est-à-dire les Européens, certains sont choqués par le fait que les Américains ont enlevé le président de Venezuela. Où est le droit international? Où est le droit international depuis des décennies dans le Proche-Orient? Où est le droit international depuis des décennies en Afrique? Donc, il faut on aurait aussi aimé qu'il soit se choqué, mettre face à ce miroir et voir nos responsabilités. Bien sûr, les sanctions à Cuba et ailleurs également. Oui, d'ailleurs, sur l'histoire de la résistance libanaise, il y a eu évidemment le rôle de la gauche libanaise, le PCL et Jamoul, mais ça, il en sera sans doute question dans ton prochain livre. Deka Nazi SMJ, qui remet pour la 3e fois sa question. Ah, désolé. Donc on va la lire. Que pensez-vous du confédéralisme démocratique comme concept politique et philosophique, envisagé comme un modèle favorisant la participation populaire, la décentralisation du pouvoir et une redistribution plus équitable des richesses, tout en renforçant les liens entre les peuples du Moyen-Orient autour d'une communauté de destin? C'est un programme politique au sein de territoires organisés. C'est un texte constitutionnel en fait. Au sein de territoires organisés sur des bases locales. Kurde, non? Oui. Hein? C'est l'expérience kurde un peu qui justement, la fin de la question, c'est donc c'est sur des bases locales plutôt qu'ethniques ou confessionnelles. Ouais. Je ne parle pas de son application revendiquée par le PKK. D'accord. Okay. Donc justement, on n'est pas dans le Rojava. C'est une question plus théorique en fait. Oui, non, d'accord, très bien. Alors. Et il nous reste 10 minutes. Ok, je vais faire plus court que plus tôt. Il y a un grand problème que vous avez évoqué pendant un moment quand on parlait de la culture politique, pan-arabe, arabe, nationalisme arabe, État-nation, etc. Le mot fédéralisme, dans la culture politique arabe dominante pendant très longtemps, a été criminalisé. Parce qu'il renvoyait à l'idée de fracturer ce qui est déjà fragmenté. Puisque ce sont les Occidentaux, les coloniaux, les impérialistes qui nous ont fragmentés. Donc si on parle de fédéralisme, c'est qu'on va ajouter une fragmentation à une autre fragmentation. Or, en fait, si on repense la question fédérale avec la question des États-nations, avec la question d'une coopération qui va au-delà des frontières nationales dans le monde arabe ou dans la région ou avec la Turquie, un jour peut-être avec l'Iran. Il y avait des projets, par exemple, pour créer un marché commun entre le Liban, la Syrie, la Jordanie et l'Irak. On a le conseil de communauté du Golfe. Exactement. Et puis, il y a le conseil de la coopération des pays du Golfe, mais qui excluait le Yémen, parce que le Yémen est un pays pauvre. Il y avait des tentatives dans le Maghreb. Qui n'est pas techniquement le Golfe aussi, c'est la péninsule arabique. Oui, c'est ça. Et il y avait les projets à plusieurs reprises dans les pays du Maghreb. Mais la question du fédéralisme, aujourd'hui, elle se pose d'une manière différente. Par exemple, si on prend le cas syrien. Le cas syrien aujourd'hui, du côté du gouvernement central après Assad, si on parle de fédéralisme, oula, c'est un tabou, c'est criminel. Du côté des Kurdes, c'est le minimum que certains souhaitent. D'autres, peut-être, veulent même une nation kurde. Mais est-ce qu'on peut repenser la question, si on ne veut pas utiliser le terme fédéralisme, de la décentralisation de la Syrie, permettant aux régions d'avoir plus d'autonomie, plus de liberté de gestion? Et est-ce qu'on peut penser... l'Irak est devenu officiellement fédéral. Est-ce que cela a réglé le problème? Non, parce que le fédéralisme a été conçu pour créer des divisions bizarres. C'est-à-dire, le Nord, on dit que c'est les Kurdes. Puis soudain, dans le centre et le Sud, on dit sunnites et chiites. Ça ne se comprend pas pourquoi il est comme ça et non pas pour des raisons régionales qui prend en considération les ressources. Parce que les ressources, finalement, sont plus dans les zones kurdes que dans les zones destinées aux chiites plutôt que dans les zones sunnites. D'où aussi un sentiment d'injustice chez une partie des sunnites irakiens. Comment repenser cela? Parce que aussi le fédéralisme est associé dans le monde arabe à l'idée d'un État faible. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il y a plusieurs associations. Il y a la fragmentation, il y a l'État faible, il y a au Liban, on disait le Fadrala, donc c'est l'effondrement de l'État, parce que le fédéralisme est associé dans un certain imaginaire politique à la balkanisation et donc aux guerres des Balkans depuis très longtemps jusqu'au dernier massacre des années 90, ce qui fait qu'on criminalise l'idée. Maintenant, si on le
redéfinit et on pense plutôt à une décentralisation là où cela est nécessaire, soit parce que la taille du pays l'impose, soit parce qu'il y a des groupes qui se sentent écrasés par la majorité, soit parce que la citoyenneté a été affaiblie par une série de régimes despotiques et d'interventions et de guerres, qu'il faut la redéfinir en donnant aussi un certain espace qui prend en considération des réalités qui sont devenues sociales, mais qui peuvent évoluer. Rien n'est éternel et final. On applique les raisons socio-économiques sur nos sociétés comme ils doivent être appliquées et comme on le refuse de le faire, puisque là-bas, on parle tout de suite sunnite, chiite, kurde, arabe, etc. Donc, il y a une redéfinition qui doit avoir lieu. Et dans l'idée de quelque chose qui va au-delà des frontières nationales, donc le confédéralisme dans la région, pourquoi pas, mais on avait parlé de formes de coopération, mais cela doit se faire aussi par une volonté politique des sociétés et pas seulement de certains bureaucrates au niveau des États qui trouvaient dans les formes de coopération beaucoup plus des coopérations sécuritaires pour étouffer leurs opposants plutôt que pour se protéger en tant que nation et en tant qu'économie et que destin politique. Mais c'est tout à fait légitime et ça doit se poser au Yémen, en Irak, en Syrie, au Soudan, bien sûr. Certains au Liban l'évoquent aujourd'hui parce qu'ils ont peur de l'hégémonie de Hezbollah, sauf que ce n'est pas du tout une réponse, non seulement parce que le pays est tellement petit, mais parce que les communautés vivent tellement ensemble, et tant mieux que cela risque de créer plus de problèmes que de solutions. Merci beaucoup, Ziad Majid. Je crois que depuis le début d'Horizon 21, c'est notre émission la plus longue. J'espère que non, on a eu, merci les beaucoup. gens ont été tolérants et patients. Depuis tout à l'heure, on a eu quand même, désolé, on n'arrive pas à tout lire, mais on a eu pas mal de remarques de gens qui nous disaient qu'ils se régalaient, que c'était super intéressant. Donc merci beaucoup de nous suivre et merci d'interagir. À elle et merci à vous. Et voilà. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Merci aux camarades de Poste de nous accueillir comme toujours. Prochain rendez-vous d'Horizon 21 le mois prochain avec Michael Poron pour Afrique 21. Avec Afrique 21. Voilà, bonsoir, merci, c'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Ziad Majid, bonne continuation. Merci Sarah, merci beaucoup. Et à la prochaine. Avec plaisir. Shukran. Shukran. Et maintenant, la question rituelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour peser sur la situation ? Que faire ? Que faire ? Il y a beaucoup de choses possibles en fait. Et dans les luttes sont extrêmement créatives, elles sont inventives, elles sont riches. Et souvent, elles ne se contentent pas d'être anti-tout, mais aussi de penser des contre-projets de territoire et comment vivre autrement dans les territoires. Se dire qu'on a tous et toutes les capacités d'agir par nous-mêmes, qu'il ne faut pas déléguer cette action à d'autres. Savoir ce qui a été fait permet aussi de savoir ce qui est possible de faire, c'est inspirant pour la suite. C'est à la fois que faire, c'est comment faire, par quel chemin, comment s'organiser. Construire aussi des manières de faire du commun, de partager, de s'entraider, que là, il y a les possibilités d'une autre société. Il faut qu'on organise un mouvement révolutionnaire qui soit capable à la fois de s'opposer à ces systèmes de domination, mais qui soit capable aussi de proposer d'autres formes de faire société, et du coup une société débarrassée des rapports de domination. Que faire, c'est pas à moi d'y répondre, on y répond collectivement à chaque fois qu'on résiste, qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà s'y intéresser, s'informer, et après, une fois qu'on aura fait ça, peut-être qu'il sera temps d'interroger la responsabilité collective et la responsabilité de l'État français dans cette situation-là. Je pense qu'il faut profiter de tous les instants tout en n'étant pas dupe et naïf.